Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins, les ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Et qu'est-ce que c'est que cette voix? On est dimanche, je suis fatigué. Mais oui. T'es plus fatigué le dimanche que le vendredi? Oui. Ok. Bah oui. Est-ce que c'est pas normal? Du week-end. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait de son week-end. Oui. Ouais, c'est ça. T'as changé, Momo. Hein. C'est vrai. Ouais, t'as beaucoup changé. Je vieillis. Hein. Allez, 35 ans arrivent. C'est moche. Bon, comment allez-vous? Bien. C'est pas Bien. tout à fait la même tablée que d'habitude, c'est bizarre. Bon, si, c'est Déjà, je pareil. suis pas du tout à la place que j'avais laissée en septembre, octobre. C'est vrai que ça fait longtemps que t'es pas Qui venu va à la sur place. chasse perd sa place. Voilà, Pedro. alors je pense qu'il est temps de débunker un truc tout de suite. Ce Débunker. soir. Débunker. Non, mais on va en parler tout de suite. Je On sais va pas trop ce on va que ça veut crever dire, mais l'abcès, vas-y. crever l'abcès. Autour de cette table ce soir, on retrouve Charlie, on retrouve Mollusque, ça vous êtes habitués. On retrouve Morgane. Bonsoir Morgane, bienvenue. Bonsoir. Première fois Morgane. Oui, c'est ma première Oh, fois. c'est ta première. Bienvenue, Morgane. Faut que tu es arrivé dans une des poches de Mollusque. Et Claire m'a dit non, quoi? Mais chacun ramène des objets dans sa poche, des gens. Putain, mais voilà. c'est trop bizarre comme phrase quoi. C'est vrai que la formulation est pas heureuse du tout. Et Claire est là, et Je Pépé suis n'est pas arrivée là, dans lui. la poche de personne. Eh ouais. Bon, alors je pense que vous avez compris. 3 mois que je suis plus là. Ce soir, je reviens. Pépé n'est pas là. Bon, bah voilà. Bah, voilà. Pas besoin de vous Poser expliquer. des Voilà, c'est moi qui ai gagné Claire à la loterie, c'est tout. Voilà, on se barre, Gagner Claire à la loterie. on Ça, lui c'est laisse un les joli gosses. terme aussi. On lui on laisse les l'adore. gosses, on s'en va. Putain, mais On part que où de déjà bons termes. On part où C'est- déjà Je sais plus. Où est-ce qu'on a dit qu'on partait? On a toujours dit. Toujours dit qu'on partirait en Amérique du Sud, Pierre. Ah merde, on retourne pas au Cameroun. Bon, ok. Trêve de plaisanterie, je suis très content de vous retrouver ce soir. J'ai eu très peu de temps pour venir enregistrer les derniers mois. C'est pas que je les aime plus, hein, je les aime bien, et vous aussi je vous aime bien, mais j'avais plus trop le temps. Et là j'avais le temps, donc je suis revenu. Je suis revenu parce qu'on parle d'un sujet qui m'est cher ce soir. Ouais. On va parler de Charlie. Dis-nous, de quoi on va parler, Charlie? Alors c'est bien parce que du coup, plus moins il y a de potes qui sont là, plus on parle de trucs de bande de potes. Peut-être qu'il y a Après on aurait perdu un, on aurait gagné 2. Moi je trouve ça mieux. Hein, donc le thème c'est bande de potes. plus ou moins, ouais, c'est ça, plus ou moins, exactement. Band Le- of Brothers. le groupe, la bande, Ouais. la team, ça peut être le duo seulement aussi, hein, d'ailleurs. Oui, ça c'est fonctionne ça. aussi. Chevalier de Las Palais direct. Hein. Voilà, exactement. Et on a donc réuni la fine flore, La fine flore. les fines plumes, la fine La flore, fine faune. La fine flore. la fine faune de la junte du podcast nantais ce soir pour vous parler de ça. Et c'est à moi que revient la lourde tâche d'introduire le sujet, je crois. Oui, introduis-nous Pedro. Ben oui, puisque comme je suis pas venu depuis longtemps, ben voilà, c'est sur moi que c'est Et bah tombé. ce soir, tu feras tout. Voilà. Et un sujet finalement bien plus complexe que je ne l'avais imaginé en le proposant. Et pourtant j'étais prévenu puisque Momo avait haussé un sourcil numérique sur WhatsApp en me demandant quelques précisions quand j'avais évoqué pourtant très précisément, bah, vous savez, les bandes de potes, les crews, les teams, enfin des trucs comme ça quoi. Voilà, donc moi qui m'imaginais passer la soirée à disserter de la place qu'occupe le couple Rachel et Ross au sein du groupe, analyser le comportement obséquieux d'un Barney Stinson dont le personnage est probablement atteint d'une grave MST depuis la fin de la série, ou essayer d'apprendre par cœur avec vous autres l'intégralité des paroles du générique de The Big Bang Theory, eh bien je chue sur mon séant. Ben oui, parce que sorti des sitcoms américaines ou pas, le phénomène de bande, les teams, les équipes, dans la pop culture, ben en fait ça va bien plus loin qu'un simple latte macchiato dégueulasse dans un canapé qui n'a pas dû être fumigé une seule fois en 10 saisons. Lol, 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 on va pas s'entendre. Alors tout d'abord, j'avais évidemment omis de penser au sport collectif, véritable vivier pour la pop culture, et pile dans le sujet du soir. Donc on retrouve des films comme Les Seigneurs, Olive et Tom, ou des séries comme Olive et Tom, Jeanne et Serge, Le Cercle des Neiges, enfin voilà. Ensuite, à peu près tout sujet pouvant amener 2 ou plusieurs protagonistes à devoir faire corps, se souder ou se liguer à la recherche d'un but contre un ennemi ou tout simplement pour traverser un bout de vie. 50 Shades of Grey. On trouvera donc exactement. On trouvera donc pêle-mêle un paquet d'œuvres dont certaines ont déjà pu être exposées dans ce podcast.
podcast. Hein. On peut parler de body movies comme Dumb and Dumber, on peut parler de films de Wingman comme Crazy Stupid Love, des explorations, des épopées spatiales ou maritimes. Voilà, en équipage. On va retrouver des aliens, l'île au trésor. On va penser aussi aux films sur les équipes de guignols en lycra moulant et masque et cap, voilà. Les dessins animés ou mangas sur le sport, etc. Voilà. En fait, de toute époque et tout support. Ça fonctionne à peu près avec tout. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est le bordel en fait ton idée là. Et cet épisode va ressembler à rien. Bah peut-être que si, parce qu'en fait, finalement, ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas tant l'univers dans lequel évoluent les personnages de nos œuvres que les liens qui les unissent et leurs différents traitements possibles en fin de compte. De façon non exhaustive, bien sûr, dans la pop culture. C'est-à-dire comment c'est représenté depuis 50, 60, 70, 80 ans dans les BD, dans les livres, dans les films et compagnie, comme on le fait à chaque fois. Jésus, il avait réuni 12 pattes avec lui. Hein. Oui, pour un dernier repas. La fin va vous étonner. Il invite 12 amis à table, la fin va vous étonner. Il aurait été bon, le youtubeur. Bon, bah pour cela, chacun d'entre nous s'est emparé d'un objet. D'un apôtre. Voilà. Et des objets, vous le verrez, bien différents. La promesse de ce soir, c'est clairement plusieurs salles, plusieurs ambiances. Et avant que celles-ci se rafraîchissent lorsque Momo nous répéteront de leur histoire, vraie si je ne m'abuse, puis que Claire nous expliquera comment une cuisinière et une chômeuse peuvent se payer un 80 mètres carrés dans Greenwich Village, et que Charlie nous abreuvera d'une péripétie houblonnée, eh bien je m'en vais vous quizer. Oui, quiz. Flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Toujours aussi classe. Toujours drôle. Alors pour ce quiz, je vais, une fois n'est pas coutume, vous laissez, t'en fais pas, les réponses sont pas là, il y a que les questions. Je vais vous proposer de choisir la règle. Il y a deux options. On la joue à la vitesse, rapidité, non. Ou alors on la joue à... Alors Charlie, du coup, si on la joue pas à la rapidité, Charlie, est-ce que tu peux m'attraper les petits tableaux qui sont à côté de toi, s'il te plaît? Merci beaucoup, Charlie. Alors, nous allons avoir un premier quiz. Donc celui-ci, vous aviez le choix de la règle. Je vais vous poser... En fait, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des espèces de pitch de séries mal faits. Alors, ça porte sur les sitcoms, je vous préviens. Ok, c'est très sitcom. Ça va être un pitch mal fait. Vous allez devoir trouver de quel sitcom je vous parle. Ok. Il y en a 5. Il y en a 5, donc allant de numéroter de 1 à 5. Alors, pour la première sitcom, nos héroïnes bien ordinaires vivent des trucs bien ordinaires. Mais la magie de la voix off fait le taf et on a l'impression que réaliser un gâteau au yaourt quand il nous manque un œuf est au moins aussi ambitieux que sauver le président des USA en 24 heures pour Jack Bauer. Nos héroïnes bien ordinaires vivent des trucs bien ordinaires, mais la magie de la voix off fait le taf. Et on a l'impression que réaliser un gâteau au yaourt quand il nous manque un œuf est au moins aussi ambitieux que sauver le président des USA en 24 heures. Putain, je l'ai pour pas. Jack Bauer. Je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout non plus. Alors... je mets un truc histoire de dire que je mets un truc, mais... allez-y, retournez dans... Oui, maintenant. Et nous avons une, deux... bien sûr. Moi, j'ai mis Charles dessus. Eh bien, bravo, c'est la team Momo qui l'emporte. Alors moi, j'ai mis Desperate Housewives. Bah non, c'est faux. Desperate Housewives. Allez, on peut le valider quand même. On valide, on avait l'idée, Mollusque. Bravo. T'as copié avant. Alors c'est bon, vous avez compris le système. Ça, c'est... Attention, numéro 2, c'est un peu plus dur. Disons que c'est un peu plus alambiqué. Merde. C'est une histoire de trafic d'animaux, d'aviculture illégale, de détournement de biens sociaux et de travail dissimulé sous couvert d'une franche camaraderie bien blanche et hétéronormée. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? C'est une histoire de trafic d'animaux, d'aviculture illégale, de détournement de biens sociaux et de travail dissimulé sous couvert d'une franche camaraderie bien blanche et hétéronormée. Putain, je l'ai pas du tout. Je suis con. Très dur. Parce que vous devriez tous l'avoir. Non, sauf une. Je mets juste une sitcom parce que... C'est sûr, en plus tu vas le dire, tu l'as. Bah oui. Merci l'indice. Et bravo. Ah, c'était Friends. Bravo. Et tu l'as pas. J'avais tenté un Balkany's Life. Ça marchait pas mal. Ah, tu sais pourquoi?
Oui. Trafic d'animaux, le singe. Aviculture. Aviculture illégale, ils ont quand même un canard et une oie dans le... Voilà. Détournement de biens sociaux, l'histoire de l'appart. Hein. Elle se sous-loue à sa grand-mère, c'est ça, non? C'est l'appartement de sa grand-mère, on sait pas si elle paye un loyer. Ouais, travail dissimulé... La grand-mère, elle meurt à un moment. Travail dissimulé, je sais plus ce que j'avais trouvé, mais j'avais trouvé un truc qui le reliait. Bref. Y a rien qui va dans cette série, en fait. En numéro 3, alors j'ai pas compté les points, moi, pour l'instant, mais si je ne m'abuse, moi, je suis bien nous 0. avons 2, 1, 1, 1... Non, t'as 0 ? Ah oui, t'as 0. Non, il a 0. Ouais, moi je suis... 2, 1, 1. Son amitié, il est nul, donc... Numéro 3. Programme télé sur Canal ce samedi. Jeune femme recherche colocation avec 3 hommes trentenaires contre service. Sur Canal+. Ouais, c'est pour la vanne. Pour la mauvaise vanne. Sur Canal ce samedi, jeune femme recherche colocation avec 3 hommes trentenaires contre service. Oui, bien joué. Bravo les filles. C'est parce que je l'ai pas vu la série, donc j'avais... T'as pas vu cette série? C'est New Girl. Alors c'est du sous Friends, on peut le dire. C'est du sous Friends, mais ça fonctionne pas trop mal. Ouais, ça fonctionne pas trop mal. T'as jamais vu? Et donc nous avons 2. T'as tapé les 20 saisons de Grey's Anatomy, tu ferais bien de te regarder ça. Non, j'ai arrêté à la 12ème avec Grey's Anatomy. C'est serré, à part pour Charlie. C'est quand même plus facile quand on écrit les quiz. Alors là, c'est plus facile. Hop là, par contre, là, on voit les réponses. Pas bien ça. Je vois pas, je lis pas ton écran. La réponse. Promis. Alors, l'incompétence crasse, le racisme, la xénophobie, la délation, le patriotisme exacerbé font tellement recette de nos jours que ça traverse les océans pour faire des chefs-d'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. On est toujours sur une sitcom là ? Toujours sur une sitcom. Et au passage, c'est la série la plus humaine et la plus réaliste de toute ma liste. La plus drôle aussi. Donc c'est toujours pas de scène. Toujours pas les Balkany. Je suis un peu déçu, moi, qu'il n'y ait pas de ça. T'as le droit de nous répéter ou pas, Pedro? Ouais, je répète, bien sûr. L'incompétence crasse, le racisme, la xénophobie, la délation, le patriotisme exacerbé font tellement recette de nos jours que ça traverse les océans pour faire des chefs-d'œuvre des deux côtés de l'Atlantique. Ça y est, j'ai peut-être une idée. Ça y est. Oh, j'ai peut-être avoir mon premier point. Est-ce que ça compte comme une sitcom? Je sais pas. Vraiment piffé. Je trouvais que ça passait pas mal. T'as mis quoi? C'est pas mal. J'ai mis American Alors, Dad. sincèrement, c'est pas mal du tout. C'est... quelle belle idée. Oh, tiens, série qui rentrait totalement dans le sujet de ce soir. Ça, bravo. Black, ouais. Oh, bande de potes, elles sont pas vraiment pas très forcément potes. potes. Groupe, équipe, team, South Park, non, mais ça aurait pu s'y retrouver. Non. Personne ne l'a, c'était The Office. Bah oui, la dynamique du bureau. C'est pas vraiment une bande de potes. Non, mais on était un peu plus large que les... Il a dit que c'était sitcom. Et puis là, c'était sitcom, ouais. Ouais, super. Un génie et 3 débiles. Non, ce n'est pas le Pop Cruise, mais le niveau de vanne est quasi équivalent. Et pas un seul des membres de notre crew ne peut dire qu'il n'a pas déjà vu au moins un épisode de ce petit chef-d'œuvre. Un génie et 3 débiles. Non, ce n'est pas le Pop Cruise, mais le niveau de vanne est quasi équivalent. Et pas un seul des membres de notre crew ne peut dire qu'il n'a pas vu un épisode de ce petit chef-d'œuvre. T'as dit un génie et 3 débiles. 3 débiles. Parfois 4, parfois 2. En plus, ça change. Ah oui. Bah, non, c'est pas ça non. Non, bah non. Tu fais n'importe quoi. C'est pas facile. Oh, je pense que allez, au quotidien, un génie et 2 débiles. Régulièrement, un génie et 3 débiles. Sur la fin de la série, un génie et 4 débiles. Oh bah, j'ai pas la réponse. C'est encore pire. Un génie et 2 débiles. Un génie et... Non. Putain, mais... Non, je l'ai pas. Bizarre, celle-là, j'étais vraiment persuadé que vous l'auriez. C'est Malcolm. Bah oui, c'est Malcolm. Oui, il est un peu débile aussi. Oui, mais c'est un génie. Moins que les autres, quand même. Et j'ai un bonus. Celui-là, il compte 2 points si vous l'avez. Politique, moustache, tulipe et toboggan, l'argent du contribuable américain est entre de bonnes mains. Politique, moustache, tulipe et toboggan, l'argent du contribuable américain est entre de bonnes mains. Excusez-moi, c'est moi qui... Putain, la vache. Celui-là est dur. Je l'avoue. Enfin, il serait moins dur si vous écoutiez ce que je vous recommande depuis 5 ans. Ou si vous regardiez ce que je vous recommande depuis 5 ans. Morgane, elle l'a peut-être. Vas-y. Bah, moi, je l'ai. Je pense pas. Non. Ah, tu nous le recommandes depuis 1000 ans. Non. Non, mais j'ai tenté la même. Il y a un Soprano et des Magnum tentés, mais... Non, c'est Parks and Rec.
Ah, ok. C'est Parks and Rec. J'ai commencé à mater, j'ai pas accroché pour être franc. Alors, ah ouais, mais c'est trop bien. Ron Swanson. Compliqué les 5 premiers épisodes, mais après, si t'accroches à Swanson, c'est foutu. T'es foutu. Ok. T'es Swanson for life. Bon, vous êtes pas trop mal démerdés. Là, j'ai 2 points, 2 points, 2 points, 0 points. Franchement, 2 points. Démerdé, hein. Ah ouais, pas trop mal. Hein. Charlie, tu t'es vraiment bien débrouillé. 2 points sur les 8. avoir réussi à faire 0 sur 5, c'est fort. Bon, après, t'as mis que des séries que soit j'aime pas, soit j'ai pas vu au bout d'un moment. T'aimes pas The Office? Oh, il cherche des excuses, le petit chacha là. Tu vas pas aimer la prochaine question. Ouais, je pense. Ah, c'est pas fini. Et nous avons encore une série de 3 petites questions, et là, je vous propose des réponses. Dans la version US de The Office, on en parle. Jim Halpert, joué par John Krasinski, exerce quel métier? Commercial, comptable, responsable des ventes, responsable qualité. Commercial, comptable, responsable des ventes, responsable qualité. Bah, j'hésite entre deux, hein, mais... Attends, que tout le monde Ah, mais attends, il change de poste en plus. Ouais, allez, je vais t'aider. Débute la série. Ok. Ça, c'est commercial ou responsable des Yes, ventes, mais yes. responsable des ventes. Ouais. Et raté. Donc nous avons... J'ai pas vu la série aussi. Ouais, c'est pas évident, j'avoue. 3-2, 3-0. C'est quoi la réponse? Il est commercial. C'est commercial, pardon. Ouais. Excuse-moi, ouais. Bah, je savais que c'était l'un ou l'autre. Hein, Parce que ça va être chiant pour les gens qui écoutent si tu donnes pas les réponses. C'est pas complètement faux, c'est pas la première fois que je le fais, ça. Oui. Commercial. Le personnage de Robin dans How I Met Your Mother a été une véritable pop star durant ses jeunes années au Canada. Quel est le titre de son hit? Alors, est-ce que vous êtes capable de le trouver sans que je dise rien? Oui. Ok, Let's go. Ok. Ouais, c'est bon. On a eu 2, attention. Hein. Ouais, mais le premier, quoi. Attends, fais le dans la QCM série, quand quoi. même. Ah merde. Je propose quand même. Vas-y, propose pour moi. Alors, Pumpin' Up the Party, Never Let You Go, Let's Go to the Mall, Barbie Girl. Let's go C'est to à the 3. mall. Let's go to the mall. Et tout le monde là? Today. Let's Allez. Ça, c'est grand, ça. 1 point. Et j'ai une dernière question sur Malcolm. Dans Malcolm, où s'installe Francis en quittant l'école militaire? Il faut... J'imagine... Alors, c'est l'État en Utah, au Texas, Ah en oui, mais Arkansas. Raté. Ouais. De toute façon, raté. C'est au Alaska. C'est en Alaska. C'est bon. Ouais, c'est Alaska. C'est bien ça. Il va bien en Alaska, exactement. Et c'est après qu'il va pas dans les dans la ferme de propositions. Otto. Exactement. Et ben, c'est Otto pas... et Gretchen. C'est pas vilain. On a du 4, 2... Du 5. Non, du c'est 3. 5, 3, 5, 3, 5, 1. 2. 5, 3, 5, 2. Pas mal. Et voilà, donc il allait bien en Alaska. Bien joué, Momo. C'est fini pour ce petit quiz. Et on félicite nos vainqueurs, Mollusque et Claire. Wouh. Bravo. Bon, alors je sais que vous étiez pas super chaud pour passer en premier, mais je vous assure que vaudrait mieux que ce soit vous quand même. On est lancé Allez. là. C'est un peu un bâtard quand même. Ouais, je sais. Profite de ton voisin, il a l'habitude. Vous allez nous parler ce soir, Momo. Oui, et bah aujourd'hui avec ma chérie, on va vous parler d'une histoire de franche camaraderie autour du rugby, de l'aéronautique et de l'amour de la bonne chair. Oh, c'est parti! Ça fait du grabuge dans le frigo. Donc vous venez d'entendre le magnifique morceau Over the River de Michael Giacchino, qu'il a composé pour le film Le Cercle des Neiges, qui s'inspire des événements liés au vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 en 1972 et du livre La Sociedad de la Nieve de Pablo Virchi, paru en 2009. C'est la 5e adaptation de ce drame en film, après notamment Les Survivants, sorti en 93. Alors, vous voulez le synopsis en version courte ou en version longue? Ah, mais alors du coup, je pense que je connais les anciens films. J'imagine. C'est possible. Celui de 93 a été très diffusé. Ouais, donc Ouais. je pense que oui, d'accord. Ok. Oui, bah la version longue pour les gens. Mais oui! Ok, version courte. Alors ça fait comme ça. Kamate. C'est un trop bon résumé, putain! Ouais, donc c'est bien ça, ouais.
Donc comme vous l'avez déjà compris, grâce au résumé de Morgan, notre histoire démarre en Uruguay en 72. Et plus précisément pendant l'entraînement de l'équipe de rugby du All Christians Club, où règne un fort esprit de camaraderie. Alors on retrouve une partie de la bande un peu plus tard au pub, et au fil des échanges, on comprend qu'ils vont disputer un match au Chili, et beaucoup prévoient de partir avec des membres de leur famille pour profiter au milieu du voyage, et aussi pour remplir l'avion. Puis vient le jour du grand départ, donc la petite équipe embarque à bord du vol 571 à destination du Chili. Dans l'avion ça rigole, ça joue aux cartes, ça fume des clopes, je rappelle qu'on est en 72, on a encore le droit de fumer. Quand soudain l'avion se crache dans la cordillère des Andes, se séparant carrément en deux. Et la suite du film consistera désormais à suivre les conditions de survie difficiles des 33 passagers survivants du nez de l'avion. En cette fin d'hiver dans les Andes, le climat est rude et les provisions de nos héros sont rares. Ils devront en plus se confronter à divers aléas comme l'abandon des recherches par les autorités, qu'ils apprennent via une radio de poche, ou des avalanches. Alors, à ce stade de la chronique, on va présenter quelques-uns des personnages. On va commencer par Marcello, qui est le capitaine de l'équipe de rugby et qui prend en quelque sorte le leadership des opérations d'évacuation des corps, d'aménagement de la carcasse en abri de fortune et d'un rationnement indispensable à la survie des pauvres bougres et bougresses. Suivi de Nando, membre de l'équipe que le crash a plongé dans le coma. Donc Fernando Parrado, dit Nando, est peut-être le plus courageux des protagonistes. Après sa sortie du coma, il prendra soin de sa sœur et de sa mère qui, spoiler alert, vont mourir. Oui. Et il entreprend alors de s'entraîner pour quitter les lieux de l'accident. Roberto Canessa, étudiant en médecine, il apporte les premiers soins et prendra également un certain rôle de leader, parfois en opposition avec Marcello. Les frères Strauss, qui prendront plus d'importance dans la suite de l'histoire, principalement quand la nourriture viendra à manquer, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Et enfin, mon chouchou, un des protagonistes majeurs, Numa, joué par le talentueux Enzo Gringic. Mais ça, alors lui, c'était sûr, de toute façon. Le mec, le BG du film, c'était sûr Il que est toutes les meufs BG. allaient- Il est BG. Ah, ouais. Il a plein de problèmes, par contre, on en parlera peut-être plus tard de ses On en problèmes. parlera plus tard. On en parlera plus tard de ses problèmes. Il est BG. Il est BG. Même Donc, moi, j'avoue, il est BG. Numa sera la voix du film, sous la casquette du narrateur donc. Empreint de poésie, comme un journal intime, il pose des mots sur leur périple, questionnant encore et encore leur position éthique et morale. Alors, reprenons le synopsis. La fine équipe tient quelques jours dans le froid et sans ressources. Sauf des petits crackers. Voilà. Et quand le manque de rations les pousse à reconsidérer leur régime alimentaire. Parce que, rappelons-le, nous sommes en hiver, en montagne, à 4000 mètres d'altitude, avec pour seul décor de la roche couverte de neige. Une neige qui, toutefois, a joué un rôle majeur dans leur survie. C'est déjà une source d'eau. Mais pas que. La neige est aussi reconnue pour ses propriétés réfrigérantes. Vous voyez où je veux en venir. Merci, Dr Morgan. Je me demandais où t'allais. Oui, d'accord, ok. Et donc on en arrive au plus gros questionnement moral du film, et qui sera la source de discorde dans le groupe, en fait, à savoir, faut-il ou non consommer la chair des victimes mortes dans le crash ? Alors pour Marcello et encore plus fortement pour Numa, la question est un non très ferme, mais pour la majorité des autres, la nécessité de survie l'emporte sur le reste. Sachant que leur team c'était All Christian, machin, ils sont vraiment tous religieux ou... Alors, ça fait partie des choses que j'avais soulevé le doigt tout à l'heure. Parce que là, je me rappelle pas du tout, moi. Il y a une très forte composante religieuse dont on reparle un peu plus tard, mais ouais, il y a une grosse composante religieuse autour de cette histoire-là aussi, quoi. Donc les frangins Strauss, dont je parlais tout à l'heure, vont se charger de découper les corps à l'abri des regards pour alimenter leurs camarades d'infortune tout en leur épargnant l'origine de la viande. Alors ça, vous allez peut-être y revenir plus tard, donc je voudrais pas spoil, mais il y a un moment donné, moi dans le film, où j'ai eu un éclat de rire horrible. Il est horrible cet éclat de rire, mais il y a quelqu'un qui va mourir à un moment donné. Ouais. Pas Numa, évidemment. Voilà, pas Numa, évidemment, un autre. Et il dit, j'ai peur de spoil, donc on coupera si jamais je spoil, mais il dit, oui, bon, je vais mourir, vous pouvez utiliser mon corps. Alors, vous pouvez utiliser mon corps, oui. Bon, ça c'est une chose, ok, d'accord. Bon. Mais surtout plus tard, il dit, vous pouvez utiliser le corps de ma mère et de ma sœur. Ouais. Et à ce moment-là, je vois le visage du mec en face qui bloque pendant 2 secondes et demie. Et je me dis, en fait, ça fait 2 semaines que lui distribue. Il est en train de les bouffer. En fait, il distribue les corps sans dire à chaque fois qui c'est. Ouais. Et dans son visage,
tu sens le... Merde, il y en a plus. C'est pas trop tard. Mec, on l'a bouffé il y a 15 jours. En fait. Et j'ai senti ce moment de 4 secondes où... Bon, il va mourir, faut pas que je lui réponde ça. Oui, d'accord, ok, pas de problème, bien sûr. Moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que si les survivants ne se connaissaient pas, l'intrigue aurait été différente ? Peut-être. Toujours est-il que ce qui est mis en exergue dans le Cercle des Neiges, c'est la fraternité qui unit tous les survivants. Une amitié qui les a poussés à se soutenir coûte que coûte, à ne pas se juger, à garder le moral quand certains rêvaient à leur mort proche, et à s'abandonner à des moments de franche camaraderie. Des battles de poésie, se remémorer des souvenirs partagés ensemble, et même taper la pause pour quelques photographies. Et c'est cet esprit de camaraderie qui trouve son paroxysme dans le sens du sacrifice, car plusieurs fois, il est exprimé par plusieurs personnages, dont Nouma avant de mourir. Et Nouma dit « S'il m'arrive quelque chose, vous pouvez utiliser mon corps. » En effet. L'amitié et l'amour qui se dégagent de cette aventure se cachent aussi dans les moindres recoins. Notamment Nando, l'homme qui a marché 60 km depuis le lieu du crash en compagnie de Roberto pour chercher du secours, bravant ainsi le froid, les intempéries et la fatigue parmi les versants hasardeux de la cordillère des Andes. Où on a encore Gustavo qui ne veut pas monter dans l'hélicoptère de sauvetage sans sa valise. Et qu'est-ce qu'il y a dans la valise ? Qu'est-ce qu'il y a dans la valise à votre avis ? Du shit. Ils ont tenu en fait 70 jours en fumant du shit, effectivement. Non, dans la valise, il y a... Je me rappelle plus du tout, ce que c'est sûr. Il y a des colliers, des souvenirs, des mots laissés pour la famille, des personnes qui ont dépéri, qui sentaient leur fin venir. Et du coup, pour rendre hommage à ses amis décédés, il a gardé tous les souvenirs dans la valise. Et je trouvais ça mignon. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour du film en lui-même ? Oui, parce que nous, on a bien fait nos devoirs avec Julien. Parce qu'en plus de regarder le film, on a regardé le making-of, qui est une tuerie, vraiment. J'ai vraiment adoré. Et du coup, on a remarqué que l'amitié qui se dégageait dans le synopsis du film va au-delà, puisqu'en fait, les acteurs sont devenus amis. Comment ils sont devenus amis, notamment parce que le tournage du film a été extrême, parce qu'ils ont tourné à 4000 mètres d'altitude. Dans la neige. Dans C'était la neige. vraiment dans la Cordillère des Andes d'ailleurs ? Alors oui, il y a eu une partie qui a été tournée dans la Cordillère des Andes, une partie qui a été tournée en Espagne et d'autres dans un peu des studios. Parce que, bon, bah vous le verrez plus tard, mais c'est totalement ahurissant l'endroit où se passent les 3/4 du film, quoi. Ouais. Il est dingue, cet Donc il y a des vraies images et il y a des écrans verts où il y a un bout de vraie montagne et derrière un écran vert avec le reste du décor. En fait, pour que les gens se rendent un peu compte, c'est comme s'ils ils avaient glissé dans le fond d'un cirque un petit peu. Oui, c'est ça. Et enfin, c'est totalement incroyable. Et le film, c'est quasiment un huis clos dans ce cirque-là, quoi. C'est ahurissant. Il y a eu la simulation d'avalanche et du coup, on voit des films des scènes du making-of où c'est les vrais acteurs qui ont réalisé les scènes. Attachés à des cordes tirées dans tous les sens en se prenant des valises dans la gueule, de la vraie neige. Donc assez intense. Il y a eu les entraînements sportifs, parce qu'ils ont fait de la marche en montagne à 4000 mètres d'altitude, mais aussi ils ont perdu du poids. Parce qu'après plus de 70 jours passés dans la neige en mode Survivor, et bah tu perds du poids. Donc ils ont vraiment dû perdre du poids pour le film, ils sont vraiment amaigris. Moi j'ai oublié que c'était 70 jours aussi de survie. Ouais. Il le calcule énorme, d'ailleurs, c'est impressionnant parce qu'il le calcule au début. Le mec dit voilà, on a à peu près tant à manger et on peut tenir tant de jours. Et t'as un autre qui lui dit mais non, tu te rends pas compte, en fait on bouffe 2 fois plus de calories à cause du froid, donc c'est en fait ça. tu divises tout par 2. Oui, il parle de ça. Il y a pas mal de petits trucs comme ça dans ce film qui sont hyper bien amenés, je trouve. Par juste une ligne de dialogue et qui t'explique toute la complexité de leur situation, quoi. Carrément. Il y a aussi le fait que Bayona, du coup, on le rappelle, c'est le réalisateur, il a su les réunir, du coup, les acteurs. Bayona leur a laissé la place d'expérimenter aussi, de s'approprier leur rôle, de pouvoir changer certains dialogues. Parce que la plupart des acteurs, en fait, ils ont jamais fait de cinéma. Ils faisaient du théâtre. Donc, ils n'avaient pas l'expérience de la caméra. Ok. Donc voilà, dans le making-of, on sent une vraie solidarité entre tous les membres de l'équipe et du tournage. Donc si jamais vous voulez voir le film, please, regardez le making-of qui dure 30 minutes et préparez vos mouchoirs tout comme le film.
Des petites choses, je sais pas si vous allez y venir ou si c'est dans le making of que j'ai pas regardé, mais pour avoir écouté l'émission qui en parlait, le réalisateur Bayona, alors bon, moi je m'attendais pas à cette qualité en fait de réalisation parce que le film est incroyable quand même. Ouais. Au-delà de l'histoire, tout est vraiment dingo je reviendrai sur 2 scènes après si ça vous embête pas. Bayona, moi je m'attendais pas à ça parce que Bayona c'est le réalisateur de Jurassic World 2. Voilà. Ah mais je savais même je pas. Ne savais pas. Je vous invite à regarder Jurassic World 2 maintenant et à vous dire et à comprendre la film. Mais c'est pas mal réalisé, Jurassic World. Pas mal réalisé, mais on est quand même pas du tout sur le même projet. Alors c'est pas mal réalisé, c'est pas non plus grandiose. Non mais je pense que si tu regardes au 3ème degré, Jurassic World il est cool. Ouais, puis après des fois t'as des commandes, il est tout ça fait possible que le mec il ait juste eu besoin de gagner sa vie qu'on lui propose. Mais là, enfin pour le coup, c'est un film plus personnel, ça se sent. Et putain, c'est bon quoi. Et toi par exemple tout à l'heure, elle parlait des avalanches qu'ils ont subi et du coup en fait ils ont fait tourner des canons à neige, ils ont balancé de la neige dans l'habitacle qu'ils avaient reconstruit pour le film et en fait les acteurs étaient ensevelis avec juste les jambes qui étaient pas dans la neige pour pouvoir justement exercer une poussée et ressortir devant les caméras en essayant de gratter comme ils pouvaient quoi. Donc en fait tu les vois douiller. Mais ils douillent vraiment de froid, quoi. Enfin, ils sont vraiment en train d'en prendre. T'as même pas besoin de jouer ce stade-là. Quand je te disais qu'il y avait 2 scènes que je voulais relever, alors je terminerai par la première, mais c'est la deuxième, c'était celle-ci. Ouais. C'est celle du. Tu parlais tout à l'heure du concours, enfin pas du concours, mais c'est en train de s'amuser à se faire des petits concours de poésie un peu. Ouais. C'est à ce moment-là que ça arrive. Oui, il y a l'avalanche juste après. T'as 10 minutes en mode un peu paisible dans le film, tu le vois tellement pas venir, tu te le prends pleine gueule, elle est incroyable. C'est le cas de le dire. Et du coup, ils se sont vraiment pris les valises en pleine gueule. Du coup, dans le making-of, ils précisent que c'est en caoutchouc pour ne pas blesser les acteurs. Je pense qu'ils ont eu un peu mal quand même vu leur tronche. Ouais. Et donc, pour poursuivre sur l'aspect amitié, on peut aussi parler de l'amitié des survivants du crash. Puisqu'on rappelle que c'est issu d'une histoire vraie. Donc, pour rappel, on a eu 45 passagers au départ du vol, 33 qui survivent au crash, et seulement 16 qui vont survivre aux 72 jours d'isolement dans le froid de la cordillère des Andes. Et en fait, ces 16 survivants ont gardé pas mal de liens d'amitié. Alors, ils ont tous abordé aussi la médiatisation de façon différente, mais certains ont par la suite raconté leur histoire. Leurs témoignages ont été une source d'inspiration précieuse pour Bayona, qui a souhaité avec son film retranscrire en fait leur épopée de la plus fidèle des manières. C'est la raison pour laquelle il les a en fait sollicités. Pour une partie d'entre eux, il y en a qui ont refusé, mais il les a sollicités en tant que consultant pour son film. Il allait en rencontrer un maximum. Tous ceux qui pouvaient rencontrer, ils les rencontraient. Et en fait, pour les remercier de leur aide et leur rendre hommage, le réalisateur espagnol inclut plusieurs scènes clés de son montage, des apparitions furtives de certains de ses survivants, quoi. Donc pour les repérer, il faut avoir l'œil parce que faut les connaître, quoi. Mais en gros, on va retrouver Fernando, donc Nando par exemple, Roberto Canessa, Carlos Paez qui est le plus jeune survivant, donc il a 18 ans, je crois, ou 17 ans à l'époque. Et puis on retrouve également le neveu de Nouma. Donc voilà. Et non mais j'en suis toujours parmi. Ah Nouma, c'est problème. On en parle de ces problèmes à Nouma de l'acteur ou du perso? Non, pas l'acteur. L'acteur, il a pas de problème. Okay. Il a de beaux yeux déjà. C'est compliqué cette partie du film où sous couvert de religion, il explique en fait parce que c'est un des trucs qui a été compliqué. Je pense que ça a eu lieu véritablement. Qui a été compliqué pour moi, c'est quand il commence à parler aux autres du fait que c'est pas bien. Et alors qu'il est le dernier à pas avoir encore tapé dans le graillon de ses anciens copains. Et je trouve ça ultra dur en fait. Parce que c'est Nando qui est en face à ce moment-là Non, quand il mange son premier morceau ouais. Non, je crois que c'est Roberto. C'est Roberto qui lui met un peu dans la bouche parce qu'il est en train de Roberto, décéder. Et juste avant, il dit à Roberto, c'est pas bien. Et je trouve ça hyper dur parce qu'en fait, il dit ça à Roberto, c'est pas bien, alors que Roberto a fini par craquer quelques jours avant. Ouais. Et que tu sens qu'il est désemparé parce que lui, il le sait très bien qu'il voulait pas le faire, quoi, mais qu'il a pas eu le choix. Et ce que je trouve d'autant plus dur, c'est que Nando finit par craquer. Nouma finit par craquer, quoi, 3-4 jours plus tard. Ouais. Je pense que si Nouma avait été seul, il se serait laissé mourir. Oui, je pense aussi. Parce que c'est Nouma. Et de façon très objective. Ah, bien, c'est ça. Évidemment. Bien cato, Nouma, pour le coup. Tu le sens que c'est le cato de l'équipe.
Mais tous, c'est juste qu'ils ont des façons très différentes d'aborder la situation. T'as pas l'impression qu'à un ou deux moments, il lui demande. Moi, je me suis posé la question si le mec il devait pas rentrer dans les ordres, un truc comme ça. Parce qu'à un moment donné, il se retourne vers lui en mode c'est presque lui la conscience. Il est censé devenir avocat. Hein. Il est censé devenir avocat. Bah oui, en plus. Il fait des études de droit. Mais ce qui le dérange principalement, en fait, c'est le consentement. Il y a pas vraiment de. Lui, il a pas vraiment de justification ultra religieuse, même si c'est présent, quoi. Mais son truc, c'est ils ont pas donné leur accord pour qu'on les bouffe, quoi. Donc, d'ailleurs, la question est très pertinente. À un moment donné, il y en a un mec. Bon, tu sens que c'est du désespoir parce qu'il se dit merde, ils vont prendre la décision de vraiment bouffer de la viande. Et là, au dernier moment, il y en a un qui lève le doigt et il dit mais au fait, on est sûr que c'est légal? Vous êtes sûr? Ça se trouve, c'est illégal et on peut pas. Je me dis, chat perché. L'idée, c'est. Ouais, mais c'est vrai que cette question-là qui peut paraître un peu à côté de la plaque, au début, elle est abordée parce qu'ils sont pas dans une nécessité de s'alimenter ultra urgente pour le moment, vu comme il y a des recherches, ils se disent ok, bon, bah, on peut attendre. Et puis c'est au moment où les recherches sont abandonnées et qu'ils l'apprennent qu'ils commencent à se dire bon bah là on n'a plus le choix, quoi. On va passer l'hiver ici, en fait. Scène hardcore quand ils finissent par réussir à réparer la radio et c'est à ce moment-là ça m'a glacé le sang. C'est atroce. Il y a 30 secondes du film où tu les vois se mettre à hurler et tu fais oh putain, on a basculé. C'est plus le même film. Ouais. Et ça revient après, hein, mais il pète un plomb. Et là tu te dis c'est hallucinant qu'il n'y ait pas eu vraiment des types qui aient vrillé dans le tas et qui n'aient pas buté les autres. C'est Marcello qui était aussi un des tenants de ne pas manger de la viande, machin. Qui craque justement à ce moment-là. Oui, voilà. Lui, là, j'ai dit, j'ai failli vous emmener à la mort. C'est bon, ça finit les conneries. Enfin, oui, en plus, c'est ce qu'il dit, quoi. Et les frères Strauss, vous êtes venus dessus tout à l'heure, mais vous l'avez pas vraiment redit. Les frères Strauss, en fait, ils se transforment en bouchers du truc, c'est-à-dire que c'est eux qui vont préparer la viande. Et il y en a un qui est responsable du choix des corps. Eux sont responsables du découpage, et il y en a un qui est responsable de la distribution. Ils sont 4 autour des corps. On va en reparler un peu plus tard. Ah pardon, je suis désolé. On n'a pas exactement fini, t'inquiète pas. Mais, désolé. Le mec s'approprie la chronique. Trop rapide. Non mais j'ai adoré. Non mais c'est cool d'avoir du répondant, t'inquiète pas. En conclusion, moi, ce que j'ai adoré dans Le Cercle des Neiges, au-delà de l'humanité qui se manifeste tout au long du film, c'est le son. La musique sublime l'image, mais le silence la rend magique. De passer d'aucun bruit dans la vallée au bruit du vent, qui arrive en rafale et déclenche une avalanche. Le souffle haletant des survivants qui peinent à sortir la tête de l'épais manteau de neige. Ou juste, et ça c'est vraiment parce que je suis une gamine, le crissement de leurs pieds dans la neige. Donc ce qu'on peut également dire sur le Cercle des Neiges, c'est qu'au-delà du drame qui se joue, il y a une histoire d'amitié solide entre des personnes qui se soutiennent malgré des désaccords de fond, parce que c'est quand même du désaccord de fond, et qui ont pu, en plus, des accords qui ont pu perdurer à leur retour, puisque au sein des familles, les réactions étaient plutôt favorables à ce qu'ils ont fait, même si c'est horrible, parce qu'il y avait une nécessité de survie, mais dans l'opinion publique, c'était vachement plus partagé. Ils ont essayé d'expliquer leurs gestes justement par la religion, en expliquant que Jésus avait dit « mangez, ceci est mon corps ». Les commentateurs religieux ont été un peu moins compréhensifs. Oui, mais les commentateurs religieux, pour le coup, étaient vachement moins indulgents, en disant que c'était vraiment un péché, quoi. Il dit ça d'ailleurs à un moment donné dans l'avion, il dit mais on peut pas, Dieu nous interdit de faire ça. Tu nous as coupé. Mais d'ailleurs, il y a une tirade d'Arturo que j'aimerais bien vous lire. Du coup, c'est un échange qu'il a avec Feu Nouma dans la carcasse de l'avion. « J'ai plus la foi que je ne l'ai jamais eue de toute ma vie. Ma foi m'en veut pas, Nouma, n'est pas en ton Dieu, parce que ce Dieu, il me dit ce que je dois faire chez moi, mais il me dit pas ce que je dois faire dans la montagne. Ce qui nous arrive ici, on peut pas le voir avec le même regard qu'avant. Nouma, le voilà mon ciel, et je crois à un autre Dieu. Je crois au Dieu que Roberto a dans la tête, quand il vient soigner mes blessures. Au Dieu qui fait sortir Nando par tous les temps, et qui donne à ses jambes le courage d'aller de l'avant. Je crois en la main de Daniel quand il coupe la viande, et en Phyto qui me la porte, sans nous dire à quel ami elle a appartenu, pour qu'on puisse la manger sans avoir à se souvenir de son regard. C'est en ce Dieu que je crois. Je crois en Roberto, en Nando, en Daniel, en Phyto, et en nos amis qui sont morts. Et vous, qu'auriez-vous fait à leur place ? Bah là, moi j'ai des poils. C'est à cette citation que tu pensais, justement ? Ouais, exactement. Ouais, elle est trop bien. Exactement. Il y a une autre citation un petit peu dans le même esprit.
un peu plus tôt, je crois, où il dit j'ai pas Dieu nous en a et l'autre lui répond Dieu nous a pas, Dieu nous aide pas en ce moment. Dieu est pas là en ce moment. Enfin, je sais plus comment c'est tourné, mais c'est en même temps Dieu n'a rien à voir avec ça. Enfin, en gros, il exclut complètement. Dieu était là en Argentine, mais Dieu est pas dans les Andes en fait. Il lui explique ça plus ou moins comme ça. Il dit Dieu, on l'avait avec nous là, et il nous a totalement abandonné. Donc en fait, on va pas faire selon lui, on va faire selon nous, parce que là, il nous a lâchés. Je sais plus lequel dit ça, mais oui, c'est assez rapide. Je me souviens de ce passage-là. C'est un des bouchers. Je sais pas comment on l'appelle autrement, mais. C'est au bout d'une demi-heure peut-être. Un des choses qui dit ça, quoi. Du coup, en disant, là, à un moment donné, il va falloir qu'on y recourt. Quoi. Ouais, après j'arrête, comme ça j'aurais vraiment fini d'exploiter votre chronique. Mais non, mais vas-y, profites-en. Mais du coup, moi j'aimerais bien que tu répondes à ma question. Qu'auriez-vous fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Je serais mort. Ok. Je serais mort dans les premiers. T'aurais pas mangé la viande ? Si j'avais eu la chance d'arriver à ce moment-là, si, complètement. Mais je serais mort quand même. Ma constitution fait que je serais mort. On a quand même affaire à des rugbymen. Il y a un truc qu'on dit pas dans tout le film, c'est que mine de rien, quand même, c'est des gars dans une condition physique. Oui, ils auraient pas tenu si ça avait pas été des sportifs. C'est eux, heureusement, en fait. Ils ont tous entre 25 et 35 ans, ils sont sportifs. T'as personne d'autre Non, si, il y a le couple là dont la nana crève. Voilà. Et oui. Voilà. C'est vrai qu'il y a que des membres de l'équipe qui ont survécu, je crois. C'est ça, t'as que des membres de l'équipe à la fin. Ouais. Que des membres de l'équipe. Aucun vieux. Ce qui est logique. Aucune femme. Mais pas la sœur. Est-ce que c'est pas l'amitié qui les a sauvés ? Je pense que c'est la viande de leur copain. C'est la viande de Tati Virginie. Alors, où est-ce que je voulais... On a vu quand même un paquet de scènes de crash d'avion au cinéma maintenant. En 60, 70, 80 ans de cinéma. J'en avais jamais vu une comme ça. Elle est incroyable. Incroyable. C'est la meilleure scène de crash d'avion que j'ai jamais vue. T'as pas vu Destination Finale. Cette scène-là et la scène de l'avalanche, les deux scènes-là, moi, par terre. Mais ça me fait penser, j'avais une question, on sait pourquoi il y a eu le crash, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ou pas ? En fait, il y a un des pilotes qui a mal évalué le passage entre deux chaînes de montagne. Il y avait normalement, il aurait dû passer dans un creux et en fait, il s'est foiré. Et du coup, il s'est crashé, quoi. Ah, il y a un truc, je me demande si vous l'avez compris a posteriori. Est-ce que vous comprenez la phrase du pilote ? Qui dit quoi ? Le pilote insiste pour lui dire plusieurs fois, on a passé tel col. En fait, à la fin, c'est pour lui dire, on a passé tel col, allez-y en fait. Allez-y à pied. Poussez, en fait, vous avez passé le plus dur. Il lui dit plusieurs fois, pas percuté on a ça. passé tel truc. Il sait qu'il va crever, mais il donne des indications pour les autres. C'est pour leur dire géographiquement qu'ils ont passé le plus dur, en fait, qu'ils ont passé ce truc-là et que... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Avec du recul, que le pilote insiste 3 fois pour leur dire, on a passé tel truc. En gros, le plus haut de la cordillère est passé et vous pouvez continuer, forcément, vous arriverez sur le Chili. Parce que c'était plus qu'à 60 bornes, en fait. Oui, mais 60 bornes en montagne. Alors, 60 bornes en montagne, mais sur la taille de la cordillère des Andes, c'est comme si tu j'avais pas percuté ce truc-là. 1 mètre à parcourir Moi, sur 100. je m'en souvenais pas du tout. Et bah voilà. Okay. Ouais, parce que les 70 jours, c'est certes en hiver, mais la fin des 70 jours, c'est le début du printemps. Du printemps, c'est ça. C'est la fin des 70 jours. 22, c'est en plein hiver. 22 ou 23 décembre, ils sont crachés. Ils se sont pas crachés en décembre, ils se sont retrouvés en décembre. Ah. Ils sont retrouvés entre le 20 et le 25. En plein hiver. Ouais, c'est vraiment plein hiver. Mais c'est surtout qu'ils ont pas de matériel de haute montagne. Bah oui. Et ils sont affamés. Et c'est ça, et t'es pas sur le même pôle, ce qui fait qu'en fait, il y a la période glaciaire là-bas, et sur octobre-novembre, ce qui fait qu'en fait, les recherches sont arrêtées pendant tout le mois de novembre. Ah, mais oui, d'ailleurs, c'est Amérique du Sud, c'est vrai que c'est normalement, ça reste l'hiver. Moi, il me semblait que le printemps, il démarre quand là-bas ? C'était. Ils le disent dans le film à un moment donné, je crois. Je me souviens plus. Il me semblait qu'en gros, ils devaient reprendre les recherches courant novembre ou décembre. Après que justement courant décembre. Ils devaient reprendre courant décembre les recherches au début de la fonte. Oui, c'est ça. Et la fonte démarre autour du 5-6 décembre et ils les retrouvent le 22 ou 23. Oui, c'est ça. Okay. Parce qu'il y a une histoire de fonte, c'est pour ça que c'est bien ce que je me rappelais quand même dans le film de 93. Et il y a des trucs impressionnants dans le film où quand ils montent pour aller essayer de récupérer des morceaux de l'avion ou voir s'il y a de la bouffe, quelque chose, des survivants. Il y en a un qui dit mais en fait il doit faire 20 ou 30 degrés de moins là-haut. Ouais. Et c'est là qu'en fait quand la caméra prend un peu de recul, tu te rends compte que là où ils sont, ça paraît... l'impact, si tu veux, de l'avion a eu lieu au niveau de la crête. L'avion a glissé après, et pour rejoindre là où ils ont tapé,
ça a pris 10 secondes dans le film à descendre en avion, ça va leur prendre des heures à monter, et en fait c'est des centaines de mètres, ce qui fait qu'effectivement il y a un différentiel de température qui est ouf, et il y en a 3 qui font une expédition qui restent bloqués une nuit là-haut, et tu penses que tu vas pas les retrouver le lendemain en fait. Ouais. Bah, génial ce film, incroyable. Désolé, hein, Moi j'ai envie de le revoir, franchement. Et vous aviez pas vu celui de 93 Non, je connaissais même pas l'histoire. Ah oui. Moi je connaissais moi, cette je connaissais histoire-là pas l'histoire sans non avoir plus. vu aucun film, mais j'en avais entendu parler comme ça et je sais pas pourquoi d'ailleurs, je croyais Ah, t'as un qu'ils excellent étaient affaire écrasés sensible ailleurs. dessus. T'as un excellent affaire sensible dessus. Ok, bah écoute. Et le film de 93, si vous l'avez pas vu, ne le regardez surtout pas après avoir vu celui-là. D'accord. Il est pas bien. Il est nul. Ça va être un peu nul. cheap. Ok. Ah ouais, il est très cheap. Bah là, oui, avec la contribution des survivants, je pense que ça a apporté aussi un petit peu d'authenticité au truc, quoi. Du coup, j'ai eu la réponse de Pedro, mais j'attends la réponse de Claire et de Chacha. Moi, je suis en mode survie, je bouffe n'importe quoi. Clairement. Ouais, puis je trouve à partir du moment où ils ont pas décidé d'en tuer un pour les manger, parce vrai. que Oui, t'as c'est encore un autre choix à faire quand tu dois décider de qui tu vas Est-ce buter vraiment pour du le manger. cannibalisme Ils sont déjà morts, donc à la limite, tu te dis autant utiliser ce qui est déjà là, quoi. Ouais, je pense que c'est en survie, quoi. Enfin, là, c'est tellement un cas particulier, quoi. Et alors, vous vous rappelez de la règle des 3 x 3 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Non, je sais plus. Ouais. Et C'est 3 mois, 3 mois sans sexe. là tu meurs. Ouais, 3 mois sans sexe. Non, des couilles ça n'explose pas, Charlie. Ah bon T'inquiète pas. Je sais plus ce que c'est le troisième 3, mais c'est 3 3, effectivement, semaines. 3 jours sans boire, 3 Il y a, semaines. pas une histoire de s'endormir? Bah, il doit y avoir un truc avec s'endormir, mais je sais pas ce que c'est. 3 C'est mois pas 3 mois sans dormir. C'est pas possible. Non. Bah ça doit être l'inverse alors, 3 jours sans dormir, 3 semaines sans Ah, boire. ça marche pas. 3 semaines sans Non, boire, c'est 3 hein, jours ça sans marche boire. pas. 3 jours sans 3 semaines sans boire, manger. 3 semaines sans manger, c'est sûr, mais le troisième, je sais plus. Je me souviens plus. Ou 3 mois sans voir la lumière, peut-être, je sais pas. En tout cas, Non, il y a je une sais règle plus. 3 x 3. Bref, on vérifiera tout ça. Merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Hein. Ouais, En merci. tout cas, moi, ça m'a passionné. Alors, j'ai bien participé. Je crois que je vais pas faire de chronique, plaisir. moi, ce soir. J'ai déjà fait une demi-chronique, c'est bon. Allez, hop, au repos. Merci. Un très très grand film. Je vous enjoins vraiment à le voir. Si vous n'avez pas compris, j'ai kiffé ce film. Il va falloir réécouter la chronique une seconde fois. Il est sur Netflix. Il est présent pour un moment encore parce qu'il est sorti le mois dernier. Donc vous êtes peinard. Oui, puis avec les prix qu'il va rafler, je pense. Et il va va rester devrait longtemps. mettre tout le monde d'accord rapidement. Dernière petite question, parce que je n'ai pas du tout suivi cette affaire. Est-ce que c'est sorti sur les écrans ou c'est sorti directement sur Netflix? Bah alors, Je sais pas. je pense qu'il est sorti en salle puisque je disais tout à l'heure qu'il avait eu un truc à la Mostral de Venise. Ah, Ouais, ça puis un veut plus rien film dire, comme ça. ça Ouais. sur grand Non, écran, il- ça doit être il- quand même autre chose que de le Ouais, regarder. mais sur la télé. souvent ces grandes cérémonies elles boudent un peu les plateformes, non? Donc, Ah bah écoute, plus Bah, maintenant, moi, hein. Ok, bah non, bah je saurais pas très Parce qu'on en a pas trop entendu Babylon parler. a gagné en 2019 et c'est depuis, pas- ouais, ouais. c'est pas Babylon, je sais plus comment ça Et s'appelle. c'est dommage parce que tu dois avoir des prises de vue sur un écran de cinéma qui doivent être incroyables. Ouais, ça doit être ouf. Avec Et son le aussi. traitement du son, t'en parlais Oui, tout à sur l'heure. le son aussi. Ça Le doit être- passage calme, avalanche Ouais. calme ou réveil le matin, ou il y a des mouvements violents pour Non, mais les la oreilles. claque en plus, tu vois, après ce doux moment de poésie où c'est vraiment chouette, tu te dis il y a un peu d'amour et de calme dans ce tumulte, et en fait ils se prennent juste une grosse Oui, c'est parce que ce moment grosse ils font- rafale de neige dans la ouais, tête, ce quoi. moment où ils font de la poésie justement, où ils se prennent. Horrible ce passage, c'est vraiment horrible. Et, mais on n'aura pas tout spoil, mine de rien, maintenant que j'y pense, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas racontées. Non, donc c'est parce cool. qu'il est assez riche comme film, quoi. Contrairement à la prochaine œuvre qui s'appelle Friends. Quel beau passage de relais. Je suis tombé sur votre sujet, je me suis dit, ah les bâtards, ils nous ont trollés. Ah les bâtards, ils nous ont trollés. Bravo. Et Claire, Changement de registre. changement de, ouais, je vous le disais, 2 salles, 2 ambiances. Là, ouais, clairement 2 salles, 2 ambiances. Ah bah. Friends, c'est ça, friand, Ouais, mais- Friand. Ouais, Friand. Tu veux le jingle tout de suite? ami. Allons-y, c'est parti. Ah, tu te branches dans le générique. No one told you life was gonna be this way. The job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Oui. Vous êtes déjà
déjà tous d'accord sur le générique. Oui Sur le générique. Oui. Les Rembrandts d'ailleurs au passage. Tout à fait. Ça y est, Pierre est parti, j'ai même pas commencé. Je vais être aussi choc pour le premier. Le mec est en mode pilote. Il y a que Charles qui est pédard. Pardon, excusez-moi, il y a un truc à voler. Oh bah tu vas bien trouver moyen d'intervenir. Ouais, tu as bien trouvé moyen de me casser les couilles. On va parler bière. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, je vais parler de la série Friends. Série mondialement connue qu'on ne présente plus. Que tout le monde a déjà vu. Absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Série créée par Martha Kaufman et David Crane. Diffusée pour la première fois il y a 30 ans en 1994 et terminée il y a 20 ans. Et oui, le coup de vieux. La série conserve le statut d'une des séries les plus populaires. Avec des audiences très élevées, l'épisode final de la série a été regardé par plus de 52 millions de téléspectateurs américains, Pas mal. faisant de lui l'épisode télévisé le plus regardé des années 2000. La série est acclamée tout au long de son histoire, devenant l'une des séries les plus populaires de tous les temps, nommée plus de 250 fois pour divers prix, dont 62 fois aux Emmy Awards. Elle reste ancrée chez les trentenaires et les quadragénaires, mais continue également d'attirer de nouveaux publics. Alors certes, la série a rencontré un succès indéniable et marqué le paysage de la pop culture. Mais comment expliquer l'engouement qu'entretient cette série avec ses fans, sa capacité à attirer de nouveaux spectateurs parmi des générations, bientôt Morgane, qui n'ont pas forcément suivi la série lors de sa première diffusion, dans un contexte culturel où on doit dire quand même aujourd'hui les spectateurs sont de plus en plus sensibles et exigeants quant à la représentation et à l'inclusion des populations marginalisées, les femmes, les personnes de couleur, les LGBTQ+, dans la culture populaire. Alors déjà, pour expliquer cela, on peut parler de la disponibilité de la série. La série, elle est disponible partout, tout le temps. Elle est diffusée mondialement depuis les années 90. Comment faire pour louper cette série ? Je ne me sens pas visée. Friends continue d'être diffusée à la télé sur les plateformes. C'est l'une des rares comédies à jouir d'une position aussi dominante sur les écrans quand même. Ah, Ouais, c'est impressionnant. C'est clair. En France, il n'y a qu'un seul équivalent, je crois que c'est Kaamelott. T'allumes à n'importe quelle heure du jour ou de la... Kaamelott. C'est Friends ou Kaamelott. La série est aussi une série novatrice pour l'époque quand on remet dans le contexte. Avant Friends en France, il fallait quand même se contenter des séries AB Productions, Hélène et les garçons, Ouais. Le miel et les abeilles, Premier baiser, On n'était pas encore sur un garçon et une fille. Un gars et une fille. Des filles. C'est AB Productions aussi ? Non. Ah non, je croyais. Je sais pas, ça me fait penser à ça, un truc de... On peut rendre à la série qu'elle améliore de façon notable l'image de marque de la sitcom auprès du public et donc des décideurs dans le paysage audiovisuel. Après Friends, plus personne ne pouvait ignorer qu'il était possible d'écrire des sitcoms autrement que celles d'AB Productions, ce qui a permis de souffler un vent de nouveautés sur les productions françaises. Et pour ça, un grand merci. Oui. C'est pour ça qu'on a eu Sous le soleil. Ouais, je pensais à ça. J'ai pas osé le dire. Attends, mais j'étais pas... Alors, Ouais. très clairement, c'est ça. Ouais, pas Ouais, faux. oui. Très bonne série. J'étais sûr que Du coup, je suis désolée, j'ai vu le Sous le soleil et pas Friends. Ah, c'est encore Oh, pire. merde. Ah, c'est honteux. Ah, Morgane, c'est bon, arrête de parler. Ils sont d'ailleurs tellement méchants les uns les autres dans cette série, dans Sous le soleil. Il se faut que des coups de pouce, des connards. Ouais, c'est Dallas, quoi. À la française. À la française. Ah, putain. Dans le sud. J'ai écouté un épisode de podcast aujourd'hui qui parlait juste du premier épisode et déjà le pitch est extraordinaire. De Sous le soleil. Oh putain, ouais. Faudrait que tu me le fasses tout à l'heure. Avec plaisir. Désolé, Claire. Pas de problème. Donc Friends marque le début de la sitcom américaine ancrée dans son temps. Jusqu'ici, les séries faisaient évoluer souvent les personnages dans des cercles plutôt familiaux, avec par exemple Cosby Show, Madame est servie. Et là, c'est la première fois qu'on voit une bande d'amis évoluer ensemble. Livrés à eux-mêmes dans New York, cette bande d'amis devient véritablement une seconde famille, où chacun va jouer un rôle complémentaire. Ils viennent de quitter le cocon familial pour construire leur vie d'adulte, avec les difficultés que cela comporte d'avoir un appartement de 80 mètres carrés. Ils sont 40 balais dans plein milieu de Manhattan, je sais pas si c'est Manhattan, mais bref. Non, mais tu vois Joey qui galère dans sa carrière d'acteur, Rachel qui prend son envol en se libérant des attendus familiaux et qui rompt ses fiançailles le jour de son mariage et qui galère parce qu'elle n'est pas habituée à vivre sans l'argent de ses parents.
Le public peut directement projeter ses préoccupations sur ses personnages et c'est ça qui est assez nouveau aussi. C'est vrai que tu t'identifies super bien. Bon, sauf si t'es noir, homosexuel, asiatique... Pauvre. Pauvre. Putain, c'est tout moi, ça. Tout ça en même temps. Oui, tout ça en même temps. Qu'on apprécie ou pas la série, Friends a des qualités indéniables et apporte des sujets novateurs pour l'époque. Avec Friends, le ton général change. Entre deux vannes, on parle aussi de sexualité de manière plus libre. Les enjeux sentimentaux, sexuels ou professionnels sont plus réalistes que dans les séries qui existent à cette époque-là. En remettant dans le Pour contexte l'époque, Monsieur Pedro. Tu n'as jamais regardé Seinfeld. Et je ne parle pas de Seinfeld, je parle de... On apporte des sujets peu évoqués quand même pour l'époque, avec la mise en situation dès la première saison d'un couple homosexuel féminin accédant à la parentalité, qui constitue une première dans l'histoire télévisuelle quand même. On aborde aussi la mort d'un proche avec le suicide de la mère de Phoebe alors qu'elle avait 13 ans. La maternité avec le sujet des mères porteuses, avec toujours Phoebe qui porte les triplés de son frère. Putain, c'est vrai, mais ouais, si c'est vrai, t'as raison, c'est abordé, c'est vrai. Bah, c'est quand même toujours pris... Bah après c'est une série humoristique, hein, c'est pas non plus une série dramatique. Pas fait pour nous faire et pleurer, si tu remets dans le contexte de l'époque, c'est des sujets qui n'étaient... Les mères porteuses, on n'en parlait absolument pas. On parle aussi de la stérilité dans un couple avec Monica et Chandler, et aussi par la même occasion de l'adoption. Et puis Rachel qui décide d'élever seule son enfant. Et d'ailleurs je trouve que le personnage de Rachel, son évolution elle est hyper intéressante parce que quand elle arrive dans la série c'est la petite fille pourrie gâtée et en fait elle va commencer à porter des valeurs de féminisme de son époque en devenant une working girl qui va réussir seule et décider de devenir mère seule également. La série est tellement populaire qu'elle attire énormément de guest stars qui apparaissent de façon ponctuelle ou plus récurrente. Avec au fil des 10 saisons, on pense à Brad Pitt, Bruce Willis, Julia Roberts, Ben Stiller, Magnum. Bien évidemment. Tom Selleck, la grosse moustache. Bien, celui qui fait Ant-Man aussi. Oui. Ah putain, j'ai perdu son nom. Paul Rudd. Paul Rudd. Ouais, il est dans plusieurs épisodes. Il est bien. C'est le mec de Phoebe. C'est le mec de Phoebe. Exactement. Son mari même. Mais attends. Mais oui, il y a trop de questions. Bah, il y a pas pire. Il y a pas Pierce Brosnan. Non, mais comment il s'appelle l'acteur Jeff Goldblum aussi, non? Oui, Jeff Goldblum. Ouais. Ah, là, il joue le mec de Phoebe aussi d'ailleurs. Qui part en. Non? Ah oui, qui part en Alaska. Ouais. En Russie. En Russie, ouais. Ouais. Et le merde. Oui, putain, et j'ai perdu le mec qui a créé Mandalorian, tout ça, qui est le mec de Monica, qui est super riche. Ah oui, comment il s'appelle lui? Putain, je suis un con. Bah, Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Mais bref, il y en a des tas de personnes. Ah bon, c'est pas lui? J'ai perdu le nom, je suis désolé. Bon. Est-ce que mais la c'est liste Donald est vraiment... Trump? Non. Désolé. Je suis déçue. Ouais, du coup, tu vas pas regarder, mais... Mais Brad Pitt, je sais pas combien ça leur a coûté dans les années 90, mais ça devait être énorme. Ouais, mais il sortait avec Jennifer Aniston à l'époque. Ouais, mais enfin, il faisait quand même pas les séries gratuitement parce qu'il roulait des pelles à Jennifer Aniston. Non, mais il fait qu'un épisode aussi. Hein. Ouais, il fait juste un passage. Très bon épisode. Il était peut-être pas aussi bankable que maintenant aussi. Ouais. Déjà. Il y avait Rencontre avec Joe Black et tout ça, déjà faire. La pêche à la mouche, là, au milieu coule une rivière, là. Truc hyper chiant de 3 heures, là. Ah ouais. Il était déjà bankable, le bonhomme. Bah, c'est ça. Ouais. Toudoudou. Tu me dis, je prends le relais, hein, sinon. Ouais, mais toi, t'es anti depuis tout à l'heure, t'es trop chiant. Non, et donc, non, je charge, mais pour rigoler, parce que c'est une vraie. Et le fait qu'on ait autant de stars aussi apporte à la forte influence de la série. Et on va le voir aussi avec le développement notamment des coffee shops, avec le plaisir de prendre son petit café dans le canapé crasseux orange. Et aussi un vrai phénomène de mode avec la coupe de Rachel, un petit fun fact. C'est vrai. Alors, donc là, sa coupe de cheveux dans les 2 premières saisons, elle a eu un immense succès auprès des stars et aussi de nombreuses jeunes filles qui ont adopté cette coiffure qui a déclenché un véritable phénomène de mode mondial. Mais elle ressemble à quoi cette coiffure? Eh ben en fait, elle a les cheveux longs, basiques. Qui s'arrêtent aux épaules. Ouais. D'accord. Et après, tout le monde a eu cette coupe-là. Et petit fun fact, Jennifer Aniston précisera plus tard qu'elle pense que c'était la coupe la plus laide qu'elle n'ait jamais eue. Tu m'étonnes, c'est drôle. Alors bien sûr, la série étant ancrée dans son époque, elle a aussi vieilli sur différents points. Certaines blagues grossophobes, notamment sur la jeunesse de Monica et ses troubles alimentaires, ou homophobes, ne font plus rire et peuvent même choquer aujourd'hui.
On a aussi peu de mixité. La plupart des acteurs sont blancs. Il faudra attendre quand même la saison 9 pour voir un personnage récurrent de couleur noire avec Charlie, qui est professeur à l'université avec Ross. Après ça va, parce que c'est une série des années quoi, 50, 60. Il n'y avait pas beaucoup Mais d'Afro-Américains. si tu regardes à l'inverse, dans les années 90, c'était aussi rare de voir des séries qui mélangent les personnes de couleur. Dans Le Prince de Bel-Air, ils étaient quasi tous blacks. C'était soit que entre blancs, soit que entre afro-américains. Alors c'est très américain et malheureusement ça n'a pas beaucoup changé en fait. Et donc c'est vrai que nous aujourd'hui on trouve effectivement que c'est un problème et c'est bien normal. Mais en fait c'est Martha Kaufman qui l'a dit elle-même. Martha Kaufman l'a dit en interview, si je devais refaire la série aujourd'hui, elle la referait plus pareil. Je la ferais pas de la même façon, et oui c'est un problème qu'il n'y ait pas de personnages dans la série qui ait une couleur de peau différente. Voilà, c'est arrêté là. Hein. Alors, est-ce que du coup c'était un choix et qu'elle a mûri depuis, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui lui était imposé? Non, ils n'ont pas cogité. C'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi. En fait, je pense qu'à cette époque-là, ça dérangeait personne. En fait, je pense que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, un peu comme je te parlais de Seinfeld tout à l'heure, c'est un milieu new-yorkais, mais en fait, ça va un peu plus loin. C'est un milieu juif new-yorkais. C'est-à-dire que la sitcom des années 90 est énormément représentée par une population qui est majoritaire, je pense, à New York à l'époque. Le juif new-yorkais... donc finalement, c'est représentatif de l'époque quand même. Quoi. Oui, c'est représentatif finalement. C'est pas forcément déconnant. Non, en fait, non, pas du tout. Non. Ok. Pardon. Pas de souci. Et puis dernier point pour expliquer l'engouement de cette série, c'est que quand même ça reste une série refuge, une série doudou. On a des personnages attachants où chacun peut se retrouver. C'est vrai que elle continue d'être diffusée parce que les gens continuent de la regarder aussi. Si la série reste encore programmée, c'est que l'audimat est là. Le public est au rendez-vous avec une certaine nostalgie à l'œuvre. Elle s'étend même de la série aux affinités avec certains personnages, comme on a pu le voir aux réactions suite au décès de Matthew Perry en fin d'année. Grand homme. Chacun se fera son opinion. En somme, Friends est une histoire d'amitié, de liens solides qui se renforcent à mesure que le temps passe. Grâce à l'évolution des personnages sur 10 ans, la série se présente un peu comme un petit parcours initiatique, traité sur un mode humoristique, montrant de jeunes adultes affronter les difficultés de la vie. Alors oui, dans un contexte quand même assez aisé, on peut le reconnaître. Les spectateurs peuvent s'identifier aisément à cette histoire de genre ordinaire, car la plupart des sujets ordinaires y sont traités. Alors certes, cette série a rencontré un succès indéniable et marqué le paysage de la pop culture. On peut donc se demander si Friends est la meilleure série de tous les temps. Non, c'est Buffy. Je vais étouffer 2 fois. Crève. Encore pire ce que tu viens de dire. Je vais mourir. Bah, j'espère que tu meurs, justement. Angelo revient. Ils font n'importe quoi du podcast. Pas de carbo, c'est que de la crème fraîche. Donc on peut se demander si Friends est la meilleure série de tous les temps, Pedro. Bois pas en même temps aussi. Ne bois pas à ce moment-là. Non, on peut se demander. Peut-être pas. Peut-être pas. Par contre, on ne peut pas lui enlever le fait d'être une sitcom iconique pour une génération. On pourra préférer telle ou telle autre sitcom plus originale ou plus aventureuse, mais il est impossible de ne pas lui reconnaître un rôle majeur dans la découverte par le très grand public des comédies américaines de qualité. Nous sommes d'accord. Bravo. Merci Claire. Moi ça m'a fait... je suis désolé parce que moi je suis plus un grand fan de How I Met Your Mother qui est la version de Friends 10-15 ans après, je sais plus exactement quoi à peu près. Et il y a, je crois que c'est saison 2 ou saison 3, un début d'épisode, donc t'as Marshall, Barney et Ted qui sont dans un coffee shop. Ça commence, tu les vois, et c'est un gros silence. Et là tu les vois, ils font... Qu'est-ce qu'on se fait chier dans les coffee shop. Et quand même l'épisode finit avec la chanson de Friends à la fin, enfin c'est refait, donc c'est vraiment... C'est un gros doigt quoi. Ouais. En fait c'est pas crédible, les mecs ils ont entre 20 et 30 ans, ils passent leur journée dans les coffee shops, bah non, dans les Met Your Mother ils vont boire des bières, ce qui est plus crédible. C'était juste pour se foutre de leur gueule là-dessus, mais c'était parce que l'époque ils voulaient pas montrer ça. Oui, c'est ça. Beaucoup plus crédible l'équipe de potes qui tous les soirs réussit à obtenir la même table dans le bar. Bah ça c'est pas crédible, mais il y a toujours des trucs pas ça dépend à quelle heure t'arrives. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est une grande série, hein, ça c'est certain, parce que ça a marqué toute une génération, et tu le disais, de plus en plus de gens qui le redécouvrent. Alors moi je chambrais un peu tout à l'heure parce qu'effectivement il y a eu des petits trucs qui ont été reprochés à la série.
Mais il faut se rappeler, t'as raison, que ça... Oui, il faut remettre dans le contexte. Voilà. Remise dans le contexte, dans l'époque, et ça a quand même été précurseur pour plein de choses. Alors ça a raté des trucs, mais ça a réussi tellement d'autres choses. Et puis, ça a peut-être tracé la voie aussi pour d'autres trucs qui ont été plus ouverts. Par contre, je croyais justement que les plus jeunes avaient un peu de mal justement avec la réception de cette série. C'était un effet de mode qui est passé, ça a duré quelques mois. En fait, il y a eu un truc il y a 2 ans et demi de ça. Je m'en rappelle bien, sur une espèce de polémique sur le fait justement qu'il n'y avait pas de représentation d'autres couleurs que la couleur blanche, premièrement, mais surtout que c'était extrêmement homophobe et grossophobe. Et en fait, très vite, Martha Kaufman est intervenue en disant, alors, sur la représentation, c'est clair et net que si je leur faisais aujourd'hui... Il y a un manque de représentativité, voilà. Mais par contre, il n'y a pas de... Mais après, par contre, quand elle en a parlé, elle a dit, par contre, pour les vannes et tout machin, pour le reste, juste regarder ce qui se faisait à l'époque et... Oui, si tu compares avec les autres séries de l'époque... non, c'était un ton général, quoi. Alors, on le ferait plus aujourd'hui, c'était pas bien, mais on va pas chier sur ce qu'on a fait parce que c'était ce qui se faisait partout. Je suis pas dit que c'était bien pour autant de faire, mais... Ouais, je trouve pas l'argument très valable, mais bon, admettons, quoi. Ok. C'est une super série comme Friends, faut pas non plus... Ah non, mais je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Oh, clairement. Il y a tellement de trucs qui sont drôles quand tu repenses. Il y a tellement d'épisodes qui sont mythiques. Mon étonnement, ça a été découvert depuis Seinfeld, en fait. J'ai découvert Seinfeld qui est 5 ou 6 ans avant. Ça démarre 88-89. Et pour avoir vu toute la série, je suis retombé sur pas mal de choses et en fait je me suis rendu compte, j'étais un peu presque déçu et après coup je me suis dit non mais c'est complètement con de réfléchir comme ça parce que tout ce que tu regardes depuis fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait tu réécris des choses qui ont déjà été faites et en fait j'étais déçu de certaines vannes que je pensais avoir été inventées par Friends et alors qu'en fait elles existaient déjà depuis 5-6 ans dans Seinfeld qui pour le coup est beaucoup plus... ça passe beaucoup moins les frontières parce que Seinfeld, pour ceux qui savent pas, en fait c'est une série qui ressemble un petit peu à Friends, sauf que le personnage principal, Jerry Seinfeld, c'est Jamel Debbouze aux États-Unis en fait. C'est un humoriste et que ça mixe le réel et le faux. C'est-à-dire qu'en fait, il tourne une série et à chaque début d'épisode, pendant 1 minute et à chaque fin d'épisode, pendant 1 minute, tu le vois sur scène en stand-up faire des vannes sur ce qui se passe pendant l'épisode. Un peu comme Louis C.K. Exactement comme Louis C.K. avec Louis C.K. je sais que je fais pas l'unanimité non plus. Mais... ouais, s'il sortait un peu moins son oiseau, ce serait mieux, mais bon. S'il a arrêté de violer des gens, oui, c'est sûr. Mais... Non, il a juste montré sa bite en public. Non. Bah, c'est déjà pas top, quoi. Non, c'est pas top, mais montrer ta bite en public et violer quelqu'un, c'est pas pareil quand même. Faut faire la distinction. Mais il faut regarder Seinfeld aussi, je pense. Qui est très connu pour être dans les bases des sitcoms. Je connaissais pas du tout. Okay. Bah, moi je connaissais pas non plus avant de travailler sur cette chronique, cette série. Et pourtant ça a l'air d'être une des séries aussi assez fondatrices. Très très drôle. Et on retrouve énormément de choses en commun, ouais, effectivement. C'était une très belle chronique. C'était une très belle chronique. C'était une très. Et je tiens à dire que t'es meilleur que Pépé. Ça on n'en doutait pas, mais... C'est quoi ton épisode préféré? Tu veux que je te dise? Ouais. Celui sur le féminisme, bien sûr. Celui que j'ai fait, moi. Non, mais s'il passe pas, je me rappelle plus exactement. Sur cet épisode? Ouais. Ah non, mais tu parles de quoi? Tu parlais de quoi? Tu parlais de Pop Rouge? Je parle pas du Pop Rouge, je te parle de Friends, patate. Mais non, mais... Ça me paraissait évident. C'est dur de choisir l'épisode préféré. Je pense que... je sais pas. Moi, je trouve que juste parce que Ross, le personnage est un peu chiant. C'est souvent, malheureusement, dans les sitcoms, les personnages centraux, c'est pas ceux que tu vas préférer. Léonard dans Big Bang Theory, Ted dans How I Met Your Mother. Et je trouve que quand c'est lui qui devient drôle... Quand il est avec son pantalon de cuir... L'épisode ça, c'est un épisode qui est très très drôle. Ouais, le jour où il apprend que Monica et Chandler, que tout le monde le savait, mais qui fait des hauts débats entre quoi vous le saviez? Oh, c'était pour moi, vous étiez trop gentil, vous l'avez pas dit. Enfin, il fait des hauts et des bas, il est magnifique, mais c'est des petits moments quoi. C'est pas... Mais un des meilleurs, c'est l'épisode de Thanksgiving avec Brad Pitt justement, où Rachel est en charge de faire le dessert. Et donc, elle ne cuisine pas du tout. Du coup, Monica, sa coloc, est une super cuisinière. Et elle lui dit mais du coup, t'as fait quoi comme dessert de secours? Ah non, c'est toi qui fais le dessert, etc. Et les garçons, ils ont qu'une hâte, c'est de se barrer à une soirée où il y aura plein de meufs. Et donc, du coup, ils sont là, vite, on mange le dessert. Enfin bon, tout le monde s'engueule à ce dîner. Et là, arrive le dessert. Et le dessert est dégueulasse. Brad Pitt est là aussi. Brad Pitt s'engueule avec Rachel. Et donc du coup il mange le gâteau
Et tout le monde essaye de trouver une technique pour ne pas le manger, pour pas que Rachel le goûte, parce qu'il est dégueulasse. Elle s'est trompée, elle a fait un diplomate, et derrière, elle a fait un truc à la viande hachée avec des petits pois. Tout ça dans la même recette. Et donc le truc est dégueulasse, tout le monde a envie de gerber, et t'as Joey qui est là. Moi je le trouve super bon, il a la crème est bonne, ça c'était remonté sur les bons font du ski en même temps. Hein. Non mais c'est pas le truc qui est fait dans l'espèce de saladier géant, le verre géant là, par couche, avec des chips, des marshmallows, de la mayonnaise. C'est How I Met Your Mother, ça. Non, c'est de la viande, des petits pois, de la crème. Pois, mayonnaise, il y a pas de il y a des chips. bonbons, il y a des chips. Non. Là, je te dis, là, t'es dans How I Met Your Mother. Ah putain, alors tu vois comme quoi toutes les sitcoms elles se repompent les trucs. Et, quand même... et ça, je pense que c'est un des meilleurs épisodes. Ouais. Parce que tu ris quand même pendant tout l'épisode. Bah, je crois que mon préféré c'est celui où Chandler est dans une boîte pour réfléchir. Ah oui. Parce qu'il a pécho la meuf de Joey. Oui. Je trouve cet épisode extraordinaire. Du coup, il s'enferme dans une boîte en mode faut que je réfléchisse. En mode caisson d'isolation. Ouais, il se met en mode je me mets dans ma boîte d'isolation et j'ai pas le droit de parler jusqu'à ce que mon copain. C'est quoi, c'est une boîte en carton ou c'est un truc vraiment. Que sans bois, standard. Oui, ouais. Ok. Une grosse malle quoi. Une énorme malle. Ouais. Non, c'est vrai qu'elle a inventé plein de trucs cette série, elle était vraiment cool. Mais oui, il y a tellement d'épisodes cool. Bah ouais. 10 saisons, c'est ça 10 saisons. 10 saisons. 10 saisons de 22 à 24 épisodes à chaque fois. Donc, ouais, à peu près, ouais. 20 minutes par si épisode. Gunther a fini par tremper son biscuit. Hein? Parce que Gunther a trempé son biscuit. Bah regarde jusqu'à la fin. Putain, merde, je me souviens plus. Tu sais plus. Attends, Gunther. Gunther, c'est le serveur dans le coffee shop. Gunther, c'est le. Qui est amoureux de Rachel dès le début. Qui, je pense, est un psychopathe. Enfin, dans une autre série, clairement, il tue des gens. C'est sûr et certain. Enfin, c'est une évidence. Avec des cheveux. T'as dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on sait? Et puis plus ça va, plus il a un petit rôle. Au début, il a pas de rôle récurrent, et puis plus ça va, plus il a une petite place. Merci beaucoup, Claire, en tout cas. Merci. Merci, Claire. Ça m'a donné. Non, ça m'a pas donné envie de regarder Friends. Désolée. Si t'as pas envie de rire, ne la regarde pas. Si ta vie est triste. Et je préfère voir des gens qui mangent des autres gens, c'est bon. Et je disais tout à l'heure. Chacun son kiff. Je ne te king que j'aime pas. Sans humour. On est quand même pas mordu tout à l'heure en plus. Moi, je regrettais beaucoup la disparition de Matthew Perry et que oui, que je le disais, c'était pas de l'humour, c'était un vrai bel être humain, Matthew Perry, qui était perdu. Je pense. Perdu, c'est sûr. Même à l'époque de Friends, il était déjà en dépression. Donc. Il a quand même expliqué dans une interview il y a quelques années qu'il y a toute une série dont il ne se souvient pas. Tellement il était beurré quand il était derrière. Voilà. Mais c'est un type qui a fait énormément pour les autres parce qu'il avait d'énormes addictions. Il a jamais caché. Et il a mis énormément de son temps et de son argent beaucoup de centres à l'aide des gens qui avaient des problèmes d'addiction aux États-Unis. Et donc, ouais, on a perdu un mec bien le mois dernier, c'est dommage. Voilà. Si, il y a qu'un mois. C'était en décembre. Ah, tu sais, la magie de l'enregistrement et du montage. Ouais. Merci beaucoup, Claire. Je crois que ça va être mon tour. C'est à toi Pierre Castor. Putain de merde, je vais être obligé de le faire en direct cette fois. Je ne vais pas enregistrer. Vous êtes prêts? Non. Vous avez raison. Pas du tout. Pas du tout, ça tombe bien. C'est parti, mon kiki. Même deux histoires. D'accord, mettez une Mec, à côté de la blague. C'est Père Castor en teuf. Père Castor sous prod. Linoutou. Linoutou, carrément. Et on commence par les applaudissements. Bon, vous êtes prêts? Non. C'est vrai? Comme je vous le disais en introduction, en creusant un peu le sujet du groupe, de l'équipe, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à raconter. Et moi qui pensais vous parler de la relation entre Steve Carell et Ryan Gosling dans Crazy Stupid Love, je me suis souvenu d'un livre qui m'avait particulièrement marqué il y a une dizaine d'années, et qui ne pouvait pas mieux tomber pour mêler l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. J'espère que ce sera pas Mein Kampf quand même. La Pierre Castor. Je me suis tout de même demandé si je respectais bien mon propre sujet, mais après quelques recherches, j'étais rassuré. Ce soir, mon sujet s'intitule « Mangez-le si vous voulez ». Du coup, le cercle des neiges. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça que je regardais. Il s'agit du titre du livre de Jean Telet, sorti en 2009. Jean Telet, c'est, ou plutôt c'était malheureusement, un romancier français. Il avait pour particularité de roder des histoires autour de faits plus ou moins historiques ou de pseudo révéler des frasques de grands personnages. Il nous a quittés en 2022.
Alors l'action se passe à Hautefeuille, en Dordogne, durant la guerre de 1870. Pris pour un Prussien à la suite d'un malentendu sur ses propos, un jeune aristocrate, Alain de Monéis, est molesté par des habitants du village, puis torturé et mis à mort dans des conditions de brutalité inouïes. Voilà, vu le titre, je pense que vous l'aurez compris, il le mange. Voilà, il le mange. Dans l'épilogue, les condamnés aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Nouvelle-Calédonie sont surnommés par les détenus Gousse-Fraise, Goutte-Graisse, Bien Cuit, À Point ou La Grillade. D'accord. Jean Campeau, qui a porté les premiers coups et immolé de Monéis, reçoit le patronyme de la victime qu'il finit par adopter. Plutôt sympa. Libéré pour conduite exemplaire après 30 années de bagne, il reste dans l'île et a, avec une canaque, des enfants qu'il déclare sous le nom de Monéis, nom qui existerait toujours en Nouvelle-Calédonie. Bon, ce que décrit de façon effroyable le livre s'apparente à un cumul de l'effet Janis, ou groupthink, qui désigne un comportement par lequel des individus se rallient à la position ou au jugement d'un collectif, indépendamment de leur propre opinion. Cela conduit à une assimilation complète des différentes opinions individuelles en une opinion de groupe partagée ou tacitement acceptée. Le phénomène a été décrit par William H. White dans Fortune en 1952. Et puis c'est Irving Janis en 1972 qui approfondit et détaille le concept et qui décrit le processus selon lequel les individus d'un groupe ont tendance, plutôt considéré péjorativement, à rechercher prioritairement une forme d'accord global plutôt qu'à appréhender de manière réaliste une situation. Et on retrouve ainsi une sorte d'hystérie collective, sentiment renforcé par l'absence de souvenirs de la plupart des protagonistes au lendemain de la tuerie. Bon, alors ça c'est pour le livre. De rien, merci. Je sais. Non, mais, ouais. C'est bien taillé. Je peux reprendre. Donc je vous disais, ça c'est pour le livre, dont je vous recommande la lecture, mais qu'en est-il pour l'histoire ? Eh bien, l'affaire de Hautefeuille, dite également drame de Hautefeuille, est un fait divers criminel survenu le 16 août 1870, lors d'une foire dans le village de Hautefeuille en Dordogne. Jusque-là, le livre est tout à fait exact. Voilà. Lors duquel Alain de Monéis, donc on est là encore dans la vérité, un jeune notable des environs, a été frappé puis supplicié et enfin brûlé vif par la foule. Ouais. Sympa. D'où le côté bande de potes. Exactement. Il y a Avast qui fait de la merde. Ouais, depuis tout à l'heure, ça ta gueule. Cette affaire se situe dans le contexte de la guerre de 1870 et des passions exacerbées. Donc on jouait à l'époque contre les Prussiens. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu une prolongation. Voilà. Et donc elle... et de ses passions exacerbées qu'elle a provoquées dans la population de ce petit village. Donc à la suite d'un simple malentendu, Alain de Monéis a en effet été pris pour un Prussien, ce qui a entraîné son lynchage. Le caractère barbare de l'événement a encore été amplifié par les rumeurs, à la suite de propos attribués au maire notamment, on y reviendra plus tard, sur des actes de cannibalisme qui auraient été commis par des villageois. On y reviendra également. Parmi les 21 accusés de cet assassinat, les 4 principaux responsables ont été condamnés à mort et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Donc ce sont les 4 dont on retrouve le surnom à la fin du livre. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette affaire. Et pour l'écrivain Georges Marbeck, elle symbolise le meurtre ritualisé du bouc émissaire. Alors que pour l'historien Alain Corbin, dans Le village des cannibales, très grand livre, les raisons tiennent davantage aux représentations politiques ayant cours à cette date chez les paysans périgourdins, représentation marquée par l'angoisse et la crainte d'un complot ourdi par les républicains, les nobles et les curés, afin de renverser l'empereur. Pas de cannibalisme donc ? J'ai cherché et voilà ce que j'ai trouvé. Alors le supplice se déroule en pleine foire au bétail, et plusieurs participants utiliseront des métaphores relatives à l'abattage des bêtes et à la tuerie du porc. L'un d'eux raconte « Nous avons fait griller à Hautefeuille un fameux cochon ». Le fantasme de paysan cannibale prend forme dans la presse donc, et en particulier alors excusez-moi, j'espère que je le prononce bien, le non-tronnais du 20 août qui désigne sous ce qualificatif les émeutiers du Foirail, relayés par les villageois des environs et les nobles dont l'oncle d'Alain de Monéis qui évoque la menace des cannibales dans une lettre du 22 août 1938. La rumeur de cannibalisme prendra une forme un peu plus précise, notamment lors du procès, à partir de phrases attribuées à 2 des protagonistes des événements. L'un des témoins, le couvreur Jean Morel, âgé de 78 ans, affirmera avoir entendu le maire Bernard Mathieu répondre à la foule qui manifestait l'intention de faire brûler et manger la victime « Faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez ».
Bon, lors de la confrontation avec le témoin, le maire niera farouchement avoir tenu de tels propos et le témoin se rétractera. Sur la base d'un autre témoignage seront aussi évoqués les propos de... Bravo. Je sais pas tout à fait fini encore. Bon Merci, timing. Exactement. Les propos de Bess qui a regretté de voir... il n'y a plus de musique, c'est dommage. Charlie, est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Merci beaucoup. De regretter de voir cycler la graisse du corps de la victime sans pouvoir la recueillir. Donc, Charlie, tu peux arrêter, s'il te plaît? Continue, Charlie. Donc lors de l'audience, eh bien, 2 pierres plates ayant conservé des traces de graisse seront présentées comme pièces à conviction. Vous voyez, sympathique, hein. Voilà, comme on savait pas trop si c'était vrai ou pas, ils ont ramené les cailloux qu'avait la graisse de bonhomme avait refroidi, quoi. Ça aurait magnifiquement accompagné les mets que vous nous avez décrits tout à l'heure. Ouais. Alors, on faisait un épisode sur le capitalisme ou l'amitié? Eh ben, au dernier épisode, on a parlé du gore et j'ai parlé un peu de Cannibal Holocaust vite fait, donc on est alors, sur sachez que, voilà, j'ai retrouvé ça dans les écrits, c'est très clairement pas arrivé, en fait. Et Jean Telet a vraiment brodé autour, comme il sait le faire parfois. On a de forts doutes, on n'aura probablement jamais la conviction à 100% que ça n'ait pas eu lieu, mais il y a de quand même très fortes chances pour que ça soit plus des on-dit et que ça soit le verbatim de l'époque qui ait fait penser à de la consommation de viande humaine. Qu'est-ce qui fait que parce que du coup, il y avait un appareil médiatique qui s'emballait apparemment. Exactement. Pourquoi? Bon, c'était quand même pas très commun, quand même, eu lynchage. Si tu veux, toute la partie lynchage existe véritablement. Il y a eu une espèce d'hystérie collective. Et dans le livre, Jean Telet le fait remarquer, enfin, le dit bien, en fait, la plupart, le lendemain, quand ils ont la conversation, commence à percuter qu'il s'agit du fils de Monéis, qui est quand même un type connu dans la région. Et ils se disent, mais merde, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est pas nous. Enfin, c'est pas nous, quoi. C'est pas... Il y a vraiment une dissociation totale. En fait, on pourrait penser qu'ils ont un grain, mais non, pas du tout. Ils sont 21. T'es pas 21 à avoir un grain au même moment. C'est vraiment l'espèce d'effet de foule. Mais ils sont pas allés jusqu'à le manger. Par contre, ils l'ont véritablement lynché. Ils l'ont véritablement brûlé. Ils l'ont vraiment frappé jusqu'au sang. Et c'était un type qui n'avait fait que parler de la Prusse. Est un type à 2 mètres. Mais il parlait de la Prusse en bien, du coup? Parce on venait de se prendre une déculottée par la Prusse. Non, mais même pas, en fait, on sait pas. C'est une phrase à la con dans laquelle il y a le mot Prusse et le gars 2 mètres à côté dit « Qu'est-ce que t'as dit, toi? T'aimes bien les Prusses ?» Et le gars à côté dit Attends, le gars à côté a dit que le gars Oh il est pour les Prusses. Non, mais je te jure, c'est les Prussiens. Ouais, les Prusses. C'est pour ça qu'ils l'ont lynché, parce qu'il a pas dit Prussien. Ouais, c'est ça. Elle parle bien de... parle bien la Prusse, toi. C'est des Russes, mais avec un P. Exactement, des Prusses. Okay. Bref, le Prussien n'était pas plus prussien que ta sœur, ta mère, ta tante ou la mienne. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien. La famille, là? J'en sais rien. Vous faisiez quoi pendant la guerre? Bon, brûlez-le, les gars. Bon, allez. C'était un épisode un peu particulier de Pierre Castor, parce que j'ai pas pris ma voix de Pierre Castor, parce que j'avais peur de... Ouais, je m'attendais à voir sa voix de Laura. Je suis un peu déçu, c'est la première fois que je viens, Pedro. Je sais, je comprends. Ça a l'air dur pour les deux en face, là, ça a l'air très dur. Ça va être autour de Charlie. Qu'est-ce qu'ils ont? Je sais pas. Regardez, on a fait... Ok. Bizarre, ça. Charlie? Ouais, mais c'est parler de allez, vas-y, commence. Vraiment, moi j'en ai marre là. Est-ce que tu nous servirais pas à tous une petite bière pour faire passer la viande humaine? On va se détendre un peu, je crois. Pour finir. Merci beaucoup. Attends. Oula. Parce que quand même, je faillis à tous mes devoirs. J'avais une petite chanson de fin quand même pour mon petit épisode. Vous avez remarqué que je mets toujours une petite chanson thématique? Oui, hein? Oui. J'ai trouvé ça. Tu vas chanter aussi par-dessus ou pas? Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour accueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du silo qui s'écrit. Qui joue avec les armes et ouvre les volets de la perception. Voilà, stop. Très bon choix. Merci. Charlie, merci. À ton tour. Oui, alors du coup, il n'y avait pas vraiment beaucoup de musique dans mon film et autres, donc je vous ai juste mis le trailer en VO pendant 40 secondes. Est-ce que tu peux faire la musique? Voilà, je vous mets le jungle. There is a sport
where teams from around the world Looks like we got the Brits in round one. gather to compete. We're gonna put the skitters in your Alan Rickers, you plonker! Do you know what he's saying? Beer Fest. Let the games begin! We've been training for a super secret international beer drinking competition, and we're taking on the Germans for national pride. Yeah, why don't you go back home to your strip malls and drink your Zimas and Smirnoff Ices? Oh yeah! Oh yeah! A competition If we're gonna drink like the Germans, we're gonna need a little help. where revenge They want a war? We'll give them a war they won't believe. is best served ice cold. I'm better when I'm drunk. From the geniuses. Ah bah j'espère que vous avez tout bien compris. À bloc. Du coup je vais vous parler du film Beer Fest. Petit synopsis bien sûr. Bon, le Jay. À la suite de la mort, si vous êtes... à la suite de la mort de leur grand-père Johann von Wolfhausen, excusez-moi. Ils vont le manger. Les frères Jan et Todd Wolfhaus doivent ramener ses cendres à Munich en Allemagne durant l'Oktoberfest. On les amène à une compétition secrète de buveurs de bière, le Festibière ou Bierfest. Ils y découvrent qu'ils seraient les descendants illégitimes de la famille Wolfhausen, progéniture de leur possible pute d'arrière-grand-mère, et se font humilier publiquement. Désolé pour le mot, mais c'est vraiment dit comme ça dans le film. Ah oui, d'accord. Ouais. De retour aux États-Unis, ils recrutent 3 de leurs amis afin de commencer un entraînement d'1 an pour participer et gagner le prochain Beerfest, lavant ainsi l'honneur familial. Ah, ça y est, je comprends mieux pourquoi tu as choisi ça. Ah bah oui. Mais combien d'années que tu t'entraînes, tu dois ramener les cendres de kit. Ce film date de 2006 pour info. Alors, j'ai mis les notes parce que oui, je pense que c'est important, mais Allociné 2,7 spectateurs, il n'y a même pas de note. Donc 2,7 sur 5, pas de note presse. IMDB 6,2, sens critique 5,4 pour info. Quels sont les enjeux? Parce qu'il y a des enjeux. Bien sûr, le Beerfest. S'entraîner pour gagner, la difficulté de garder sa famille, son couple et son travail, à passer 1 an à s'entraîner à boire et boire et boire et reboire. Encore une fois. C'est-à-dire, je vous donne difficulté de garder sa famille et son couple, vous imaginez bien, quoi. Tu passes tout ton temps en dehors avec tes copains, voilà. Des difficultés de la vie quotidienne pour tout le monde. Difficulté du travail, donc un des gars qui est un des amis qui est d'origine juive, c'est important pour la suite, vous comprendrez. Il travaille dans un labo, donc c'est un peu le scientifique et tout, et lui il est en train d'analyser un peu le sperme de certaines grenouilles. Oh, putain, d'accord. Et en fait un jour il arrive, il fait je me suis fait virer parce qu'il a créé un monstre entre deux trucs différents à force d'être complètement dans les vapes au boulot. Voilà. Et en plus au milieu ils perdent un de leurs participants, enfin un des gars de la team. J'avais oublié ce truc là. Et je ne vous dirai pas comment ils s'en sortent, mais franchement, ça vaut le coup de regarder le film pour ça. Rien que pour ça. Bon, ok. Et la deuxième chose, donc, c'est la famille Wolfhausen. Donc la famille Wolfhausen n'est plus première dans le Guinness des meilleures bières du monde. Enfin, je dis Guinness, mais voilà, dans la liste. Ils sont plus que 3e ou 4e. Parce que la recette aurait été volée par leur arrière-grand-mère et leur grand-père. La pute. Qu'ils traitent respectivement de pute et de voleur et vulgaire palefrenier. Pour info, le palefrenier, c'est celui qui s'occupe des chevaux et qui est à côté dans les box, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, déjà derrière, c'est est-ce que le grand-père était vraiment un voleur? Est-ce que l'arrière-grand-mère est vraiment une pute? Et où est cette recette perdue? Quelle intrigue. Que de grands enjeux. Donc, pendant ce Beerfest, donc plein de pays se battent pour savoir qui est le meilleur à la fin. Il y a plein de petits jeux d'alcool, j'en ai listé quelques-uns. Il y a le Monkey, alors je sais plus comment ils me disent exactement, mais en fait c'est que tu bois un grand seau de bière avec... Oh. C'est totalement valide. Là tu as compris l'esprit de ce podcast. Et du coup le Monkey, c'est juste que t'as la tête vers le bas et t'essaies de boire un grand seau de bière le plus rapidement possible sans en mettre à côté. Il y a la chute, je vais appeler ça comme ça parce que je sais plus le nom, mais en fait c'est faire boire son pote allongé par terre en lui envoyant un filet de bière à 2 ou 3 mètres au-dessus. Oh, il doit boire. Le coin, jeter un maximum de pièces dans un verre en un temps fini, en faisant rebondir sur la table. Le beer pong. C'est un repas de Noël en fait. Mais pas le beer pong qu'on peut voir à l'américaine, c'est avec des raquettes. Des vieilles raquettes en bois là,
dégueulasse, et t'as des peintres qui sont juste dans les coins de la table qui est vraiment un truc de ping-pong. Et soit tu gagnes des points juste en jouant et tu réussis ton ping-pong, ou soit tu mets dedans et tu fais cul sec. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, la spéciale, en cas d'égalité au bout de certains jeux entre chaque équipe. La botte. Le cul sec, avec les 5 joueurs qui passent, les 4 premiers prennent un grand pichet. Faut être le plus rapide. Et le dernier à la botte. Das Boot. Oh. Das Boot. Das Boot. La botte, c'est vraiment un verre en forme de botte. Tout simplement, mais en fait, on apprend qu'il y a un gros problème, c'est qu'à un moment, il y a une sorte de bulle d'air qui arrive, et si t'as pas la technique, tu te prends tout dans la gueule à la fin. Donc c'est tout un enjeu aussi de savoir comment boire cette botte de bière. Alors, derrière tout ça, humour et stéréotypes. Parce que des stéréotypes, il y en a beaucoup. L'accent allemand, on va recommencer quoi. Non, en vrai, par contre, il y a vraiment des vannes toutes les 30 secondes, 1 minute, c'est vraiment... Ça enchaîne. Les stéréotypes, les accents. On va pas se leurrer, vu que t'as... Là, il y a les Allemands et les Américains de base, parce que c'est à Munich que ça se passe, mais t'as l'équipe française, l'équipe anglaise, l'équipe écossaise, l'équipe suédoise, enfin voilà, donc chacun a son petit accent. Et les tenues, bien sûr. Les Français, béret et marinière. Forcément. Les Allemands, la tenue de l'Oktoberfest traditionnelle que vous pouvez voir. Les Écossais en kilt. Les Anglais, vu qu'ils ont rien de particulier, ils sont juste en tenue de football. Les Suédois sont des Suédois sexy, tout simplement. Mais en fait, tous ces stéréotypes, ça fait un peu le sel du film, enfin, ce qui est un peu drôle, parce qu'en fait, il y a un côté vraiment décalé, débile et absurde dans le film, qui fait que c'est pas si discriminant que ça. C'est la bière. Et qui, en fait, faut pas le prendre méchant, parce que même les Américains, enfin, tout le monde prend pour son grade, et c'est tellement débile que c'est pas vrai. En fait, on sait très bien que c'est n'importe quoi, tout est poussé au max. Et derrière, pourquoi le côté bande de potes. 1 an d'entraînement entre 5 potes sur de nombreux jeux d'alcool. Donc ils passent leur temps à se retrouver dans un garage pour boire des coups, à aller dans des soirées pour faire des jeux, passer du temps dans les bars pour jouer et pour boire. En fait, une simple excuse pour passer du temps ensemble. Tout simplement, en vrai. À la finalité. Je vous dis, moi je l'ai regardé en VF. Et la VF, elle est vraiment formidable. Je n'ai vu que des extraits en anglais, j'ai jamais vu en anglais, mais la VF est vraiment trop cool. Donc je vous dis, allez-y à fond sur la VF. Ça vaut le coup. Je le voir en allemand. Bah non, c'est américain, hein. Le film est américain à l'origine, donc je suis même pas sûr qu'il y ait une version allemande. Enfin, sûrement même. Je vous ai sorti quelques phrases. En allemand ? Non, du film. Avec l'accent alors. Non, en plus la plupart du temps c'est les Américains qui le disent, donc il n'y a pas spécialement d'accent, mais il y a un petit « je suis meilleur quand je suis sous ». Pour certains jeux d'alcool. Je dors toujours mieux quand j'ai une saucisse dans le corps. Je chie des queues de castor. Ou il a l'œil du juif. C'est un rappel de le docteur juif. Ouais, non, mais c'est ce moment-là, il a l'œil du juif. C'est le mec, il est en mode Super Saiyan. Ouais. Je parlais de castor à l'instant. Est-ce que vous savez pourquoi les castors ont la queue plate ? Parce qu'ils se font sucer par des canards. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais en fait, voilà, avec ces phrases, c'était juste pour vous montrer l'absurdité du truc, parce que l'œil du juif, c'est vraiment les Allemands qui se foutent de sa gueule au gars donc, du labo. Et du coup, ils lui sortent un truc. Ouais, il lui retire sa kippa, tout simplement, en lui disant avec ton torchon sur la tête, machin. Et là, d'un seul coup, tu vois vraiment. Et tu as vraiment l'étoile de David dans l'œil, quoi. Et l'autre, il a l'œil du juif. Là, ça va chier, quoi. Je trouve que c'est un très très bon exemple pour montrer la débilité du truc. En tout cas, c'est un film d'une bande de potes, ça c'est sûr, à regarder entre potes avec des chips et des bières. C'est certes pas le plus grand film du monde, mais c'est un grand moment de rigolade absurde et décalé de 110 minutes afin de se détendre les zygomatiques sans prise de tête. Ça c'est sûr. Est-ce que t'avais prévu un petit morceau de fin pour ta chronique, Charlie ? Non. Moi, je t'en ai trouvé un. Ah, vas-y. C'est parti. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Moi, je l'ai, Si tu connais ça, Claire, t'as écouté ça toute ta jeunesse ? Check it out, Joe. Ha. Ça s'appelle Falco, der Kommissar. 2, 3, 4, 1, 2, 3, na, es ist nix dabei, na, wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja,
Sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, Sugar sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm. Der Kommissar geht um. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebens... Voilà, bref. Ça me faisait marrer. Mais pour le coup, on l'a vu beaucoup avec Mollusque, avec les potes à l'époque lycée et après IUT et tout machin. On s'était vraiment au premier de l'an, on se faisait t'avais The Mask. La classe américaine. La classe américaine, et souvent on se faisait un petit beer fest. Franchement, c'est vraiment le côté où tu regardes des mecs se boire la gueule en train d'essayer de s'entraîner pour des trucs de merde. Et on joue au Caps en même temps. Et tu joues au Caps. Voilà, ils s'entraînaient aussi. C'est vraiment un film à la con. Eh bah ça devait être intelligent comme ça. C'était un film à la con. C'était les soirées premier de l'an à Donfront, quoi. Des soirées comme on ferait bien encore, quoi. À Donfront. Dans la Normandie profonde. T'as pas trop parlé du siphon, t'en as parlé vite fait, mais oui, t'as pas trop voulu révéler le truc. Alors il y a un personnage qui s'appelle le siphon, qui est vraiment le mec un peu gros et tout, et qui en fait il le récupère parce qu'il fait encore des concours de bouffer au maximum. Il fait lui il est chaud quoi. Boire de la bière pour 1 an. Ouais, gros. C'est le genre de mec qui gobe des hot dogs par 50. Ouais, ça. Et en fait, bon allez, je vais niquer pour montrer un peu la moi je du trouve truc. trop drôle. C'est le siphon qui meurt à un moment. Mais comment il meurt? Il meurt dans un grand fût de bière. Dans une cuve de bière. Dans une cuve de bière, et à un moment parce tu vois... Parce vois... qu'il reste coincé dedans. Bah en fait, parce que le problème de la levure, c'est que ça t'embarque vers le fond et qu'il peut pas ressortir. Et en fait, tu vois un moment, il commence à happer, et ça commence à faire un énorme siphon, et tu fais... il va en sortir, il n'en sort pas. Mais comment on fait? Parce qu'il faut 5 personnes pour participer. C'est qu'on est à l'enterrement du siphon, et là, le meilleur truc pour montrer la débilité, c'est qu'il y a un mec qui arrive, et c'est le frère jumeau du siphon, ça veut pas qu'il y a les frères jumeaux, et il dit, et en plus je suis meilleur que lui pour boire des bières, il m'a tout expliqué, et en plus il m'a dit que toi t'as fait ça, c'est comme si... En gros, si tu retrouves le même personnage, juste le même acteur. Ils ont trouvé une espèce de Deus Ex Machina, mais clairement assumé, en mode dégueulasse quoi. Enfin... C'est vraiment très drôle, ouais. C'est vraiment, il y aura plein de trucs comme ça derrière. Il y a bien de trucs, après les trucs avec la grand-mère, est-ce que c'est une prostituée ou pas, le grand-père le voleur et tout, il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Il y a un des mecs qui à l'époque je pense de la fac, avec Ken, la meuf d'un des gars, juste pour un soir. Il y a toute une histoire aussi derrière de petites jokes qui continuent et tout, voilà. Il y a plein de choses. Allez-y à fond, vous allez juste passer un bon moment. Allez. Mais c'est pas le plus grand film, je vous l'envoie pas comme ça. Allez. Le 6,7, enfin 6 sur 10, il me paraît logique, parce que ça vaut pas, c'est pas réel de dingue, il y a pas de truc particulier, mais les vannes sont bonnes et ça continue. C'est la façon dont tu le décris, j'ai l'impression que tu parles de Drunk en fait, c'est assez amusant. Ouais, mais c'est Drunk en version. Mais ça a l'air moins intelligent quand même. C'est quoi Drunk? Tu connais pas? C'est Drunk, pas mal. Tu sais, avec les profs qui vont boire juste un petit peu d'alcool parce que ça te désinhibe et qui vont tester par eux-mêmes jusqu'à quel niveau. Oui, d'accord, j'en avais entendu parler, mais je l'ai pas vu. C'est avec Matt Mikkelsen, c'est sorti il y a 2 ans. Il est sur Netflix aussi, si tu veux le regarder. Ok. Tu vas voir, il y a des bonnes scènes. Ouais. La scène finale est géniale. Géniale. Exactement. Merci beaucoup. On peut passer au reco. Merci beaucoup, Charlie. Justement, j'allais y venir, j'allais vous demander, puisqu'on a fait un peu le tour là, de notre sujet ce soir, à moins que vous ayez des choses à ajouter, parce que vous avez le droit, après tout, bande de moules. Une bande de moules. Une pinte de moules. Non, rien à ajouter pour ma part. Rien à ajouter, Morgane, pour ta première? C'est bien passé. Non, mais j'ai une reco. Oui, ça s'est très bien passé. On a été gentils. La plupart des personnes ici, oui. Pourquoi tu me regardes dans les yeux là? Non, je visais Pedro en plus. Ah oui, d'accord. Elle louche, c'est pour ça. Ah, oui. Et tu as une reco. T'as vraiment bien fait tes devoirs. Oui, je suis bonne élève. Eh bien, la reco est d'aujourd'hui, toute fraîche. Wow. Nous étions avec Julien aux Folles Journées de Nantes. Peux-tu dire à nos auditeurs qui est Julien? Qui est Julien? Mollusque. Ah, désolé, elle n'appelle pas Mollusque dans notre J'ai pas entendu tout à l'heure quand elle a dit Julien, je fais 4 ans, vous ne saviez pas, il s'appelle Julien. Il a un vrai prénom. Et voilà, ils vont retrouver mon identité sur internet. Son nom de famille. Non.
J'ai eu peur qu'elle fasse vraiment. On aurait coupé au pire. C'est mal me connaître. Merci de me couper une fois de plus. Pedro. La violence. On la réinvitera pas. Ouais, on va pas la réinviter celle-ci, putain. Donc Marocco, c'est un groupe qu'on a vu aujourd'hui pour la 2e fois en 1 an. C'est Paul Colomb qui joue avec un quintet de violoncelle. Et du coup, c'est une chanson que j'ai envie de vous faire écouter ce soir qui s'appelle Punk. Du coup, ils sont 5 sur scène, que des violoncelles, et tous les bruits qu'on entend derrière sont des bruits de violoncelle, issus de violoncelles qui ont été retravaillés à l'ordinateur. Et parti, je l'ai lancé, tu peux finir sur l'intro. Bah merci, à bientôt. Les artistes Paul Colomb, Justine Métral, Frédéric Deville, Michel Pierre, Louis Rode, si je ne me trompe. C'est ça, et donc le projet c'est Bleu Quintet. Et on a été les voir tout à l'heure et on a été faire notre petite dédicace. Ça, c'était tellement radieux ce que tu viens de faire. Si je ne m'abuse, et surtout n'hésitez pas à nous appeler au 3680 pour gagner 12 mois de loyer. Non, je ferai absolument pas ça, par contre. Ils en sont pas à leur coup d'essai, si je ne m'abuse. Bah, je vous avais déjà parlé l'an dernier quand on sortait des concerts. Ça doit être ça que j'avais découvert. Et du coup, en gros, le projet est né pendant le premier confinement. Et ils ont commencé ce projet-là comme ça. Et nous, on les a découverts que l'an dernier. Et c'était très bien. On y retourner cette année exprès. Très bien, merci beaucoup. Dis Morgane. J'ai un petit mot pour mon gentil Pedro. Oui. Je te classe officiellement dans ma blacklist parce que tu as osé couper une musique avant la fin et je déteste les gens qui font ça. Donc fuck you. Fuck you. Alors si c'était pas un podcast, je l'aurais pas fait. Voilà. Bah, mais je t'aime bien quand même, Pedro. Je vais prendre le site, moi j'ai quelques podcasts à vous recommander. Recommande-nous, Charlie. Le cœur sur la table. Raconte-moi ta pépite. Le cœur sur la table. Ah ouais, raconte-moi ta pépite, bien sûr, mais ça j'allais pas le faire en plus. Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. C'est plusieurs mini-documentaires autour de l'amour, donc amoureuse, amie, famille. À chaque fois, c'est 3-4 épisodes sur une histoire. Par exemple, il y a Ovidie qui raconte l'histoire du slip qu'un mec avait laissé après avoir fait du sexe avec elle, qui essaie de comprendre pourquoi il a laissé ce slip, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, à laisser un slip pour un truc d'un soir, enfin bref, voilà. C'est assez drôle pour ces celui-ci, et il y en a plein d'autres. Il y a Laisse-moi finir d'Adrien Arnoux, où c'est un humoriste, il est peut-être pas très connu, mais qui invite d'autres humoristes et qui discute de tout et de rien. C'était à l'époque du Covid, donc vous avez pas eu une 20aine d'épisodes. Et c'est vraiment très drôle, et de les voir parler de tout, de rien, de comment ça se passe sur la scène, mais comment ça se passe à côté, la vie, de comment ils gèrent, comment ils font leur truc, parce qu'ils ont pas tous la même façon. Il y a des gens qui sont religieux dans les humoristes, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup plus violents en termes de paroles, enfin voilà, donc c'est assez intéressant.
Plutôt caustique. Ah, De Charlie. Herbert et Clément, je me suis tous fait là en 3 mois, 2-3 mois. C'est Donc, bon, hein. Mauvaise foi et discussion improbable. Je pense que c'est le meilleur résumé. Ouais. Et, Et gens intelligents. Et lecture de livres improbables. Le Christophe Sibert. Ouais. Pas Sibert, si, c'est ça, Sibert. Sibert, le mec qui a créé un livre complètement fictif, mais sur un mec qui est complètement malade, qui baisse sa mère, qui baisse sa sœur, qui mange des choses cheloues, enfin bref, mais ouais voilà. Mais c'est très tout drôle, à fait dans le thème de ce soir aussi. Et ça m'a fait penser, du coup, vu qu'on a parlé de Human Centipede, je l'avais pas marqué, mais Fucked Up Movies de Urbain et Dedo, qui parlent des films Fucked Up, donc Human Centipede, Cannibal Holocaust et tout. J'ai déjà Et écouté en fait, il y en a pas truc. beaucoup, parce qu'ils ont fait 7 ou 8 films, donc ça va très vite. À chaque fois, c'est vraiment des trucs de 1 heure, 1 heure et demie à chaque fois, mais Alors, ils vont mais décrire ça un date film, un peu, ça, maintenant, ils en font plus. Ouais, c'était il y a 2 ou 3 ans. Pratique ce que tu viens de dire, parce que pour ceux qui ne verraient pas trop qui est Urbain, si vous voyez qui est Dedo, c'est à peu près pareil. Ouais. C'est des mecs de Topito à la base. Ouais, C'est un mec de Topito, ouais. Il était dans les créateurs de Topito. Il fait partie maintenant, des il est plus. Il fait est partie plus des dedans, créateurs mais, de Topito, exactement. Mais voilà, franchement, les 4 là, vous pouvez y aller à fond, c'est vraiment cool. Sachant que Laisse-moi finir et Le cœur sur la table et Fucked Up Movie, c'est fini, donc vous aurez même pas d'autres. Plutôt caustique, ça ressort une fois par mois, plus ou moins. Quand ils ont le temps. Voilà. Claire? Eh bien, moi, hier, j'étais à la dédicace d'Axolot à la mystérieuse librairie. Mais non. Avec Patrick Beau. Donc, j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et il va bien, le Patrick? Il va bien, le Patrick. Il est vraiment très sympa. Et donc, Axolot, c'est une bande dessinée. C'est un petit peu un cabinet de curiosités rassemblé dans une bande dessinée où il raconte des faits étranges qui se seraient passés, plutôt base réelle. Et donc, on est rendu au 6e volume, tellement ça fonctionne bien. Et c'est hyper intéressant à chaque fois. Et c'est quelqu'un que vous retrouvez assez facilement en podcast aussi. Oui. Ouais, il a plein de podcasts. En fait, il a commencé comme ça, sur des podcasts. Et il a bien, comment ça s'appelle, ces vidéos YouTube où il va dans un c'est pas Axolot, justement? Dans un pays, oui, mais ça, la chaîne, c'est Axolot, mais c'est les Curieuse... Ouais, je sais plus. Enfin, Escapades curieuses, enfin, il y a un truc. Je sais plus. Il était venu à Nantes pour les fonds des machines. À l'époque du Covid, il avait fait les villes de France. Mais avant, il faisait plein de pays. Il avait fait Tokyo et tout, et c'est vachement cool. Faut le type est hyper intéressant, quoi. Mais, oui, en plus d'être hyper sympathique. Oui. Et très posé. Et du coup, la BD, il faut vraiment que je me motive à. Je savais pas qu'il était rendu. C'était visé quoi, tome 6? On est rendu au 6. Oui. Ok. Ah, j'ai vu l'objet tout à l'heure. Bel objet. Avec une belle dédicace. Une belle dédicace. Merci, Pierre. Mollusque. Moi, ma reco, ça va être le dernier film que j'ai vu au Cinoche avec Morgane, du coup. C'était La Tresse, qui... j'ai envie d'aller le voir, justement. Et il est très très bien, en fait. Je pense qu'il va te plaire, en plus, vu que... Mais il est encore à l'affût, parce que j'ai l'impression qu'il était sorti... On l'a vu il y a une semaine. Un petit peu de temps, non? Ou alors ça fait longtemps qu'on voit qu'il va sortir. Nous, on l'a vu il y a une semaine, en tout cas, à Clisson. Non, pas à Clisson... Non, bref. On s'en fout, dit Morgane. On s'en fout. Voilà. Non, mais en gros, qui va raconter donc l'histoire de 3 familles. Une première famille qui va se concentrer en plus sur l'histoire des mères de famille. Donc une première famille qui est une famille d'intouchables en Inde, donc qui est la plus basse caste en Inde, qui sont traités comme des rats. Pire que des rats. Ouais, voire pire que les rats, en fait. Je suis con, parce que vu le nom, je croyais que c'était l'inverse, c'était ceux qui... Ah non, c'est ceux que tu touches pas parce que t'as pas envie de choper leur voilà, maladie. c'est ça. Excuse-moi, mais il y a 11 castes, 7 ou 11, je sais plus. Je sais plus. Bref, c'est vraiment le fond du panier. Ouais. C'est pas explicité dans le film, mais en gros, du coup, donc dans cette famille d'intouchables, là, la mère, pour les raisons qui lui sont propres, va vouloir se barrer avec sa fille et puis rejoindre une ville où sont ses cousins, mais bon, je vais pas développer plus parce que sinon je vais spoiler. En parallèle de ça, on va suivre une famille italienne dont le père tient en fait une fabrique de perruques, mais à partir de cheveux naturels. Enfin voilà, c'est un truc un peu traditionnel. Et avant de dire la 3e famille, est-ce qu'il dit qu'il faut mettre de la crème fraîche dans les carbonara ou pas? Ils en parlent pas. Ils en parlent pas, pourtant sujet s'il en faut important. Non, mais du coup, voilà, c'est sa fille qui est destinée à récupérer cette fabrique-là. Et la dernière famille qu'on va suivre, c'est justement une working woman qui est très bien placée dans la hiérarchie de sa boîte. Bien américaine. Enfin canadienne pour le coup.
mais qui va contracter une maladie. Et puis bon, on va suivre ces 3 histoires-là en parallèle, et je vous dis pas pourquoi ça s'appelle La Tresse. Film choral un peu, ouais, et je vous explique pas pourquoi ça s'appelle La Tresse, parce que vous le comprendrez plus à la fin du film. Quelqu'un qui a lu le livre de base m'a dit que le livre était déjà très larmoyant. Est-ce que le film il est larmoyant aussi? Oui. Ouais, okay. Oui. Même Claire, elle va pleurer. Allez, pari tenu. Ça, tu vas trop loin là-dessus. Hein. Tu nous enverras un message pour nous prévenir. Cœur de pied. Non mais non. Très bon film. Ok, merci. Pedro, est-ce que t'as une... moi, comme ça fait longtemps que je suis pas venu... J'en ai plein des recos. Mais attends, je fais stop et on fera un truc spécial. Les recos de pied de Pedro. Je dirais juste que... Allez, je vous en fais 3 en urgence. Un film de l'année dernière, The Banshee of Inisherin. Ah oui. Faut le voir absolument. Okay. Vous avez pas le choix, vous avez pas le droit de le rater. Ceux qui ont connu les panneaux extraordinaire et ça colle plus ou moins avec le thème de ce soir. Les panneaux de le cannibalisme. Ouais. Les panneaux les panneaux de la vengeance. Les panneaux de la vengeance. Ouais, exactement. C'est le même réalisateur. Ensuite, de sang et d'argent en ce moment sur Canal+. La deuxième partie vient de démarrer. C'est sur l'affaire du carbone en France, sur l'arnaque du carbone. C'est avec Ramzi Bedia. Incroyable. Incroyable. Ça s'appelle comme ça. Faut voir ça absolument. Et Vincent Lindon est extraordinaire dedans également. Du coup, tu nous donneras tes codes Canal+, Pedro? Je vous prêterai, mais bien sûr, avec Trop plaisir. bien, mais évidemment. Et sinon, je voulais vous faire écouter ça. Ça, c'est Frank Carter and the Rattlesnakes. Oh, putain trop bien. On l'a ça, vu au c'est du Hellfest. rock'n'roll, bordel. On l'a vu au Hellfest, c'était incroyable. There's a devil inside of me. He's holding on, and I don't know if he's staying or for how long. Pulling at my heartstrings, kicking in my mind, and I'm sad to say he's got me thinking about the bad parts of my life. Et voilà, j'étais très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir. Ça fait bientôt 2 heures qu'on parle. Est-ce que vous êtes tous là, merci? Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire? Bonsoir. Ça ne fait que commencer. Pour une première expérience, comment ça s'est passé? Plutôt pas mal, écoute, je ressors pas trop traumatisée, mais visiblement ça sera déteste, la première et la dernière fois, vu que je suis pas réinvitée. On verra, peut-être. Tu vois, on a remplacé élégamment Pépé, peut-être qu'on pourrait remplacer élégamment Pedro. Alors, c'est-à-dire que moi, visiblement, ici, je suis le seul à pouvoir trouver de remplaçante pour l'instant. Il y a toujours ta sœur qui est toujours mieux que toi. Hein. Allez, on remet la musique. Salut, hein. Ciao. Allez, ciao les gens. Bisous. Ciao, ciao. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Bouchard. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était de dos. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.